Bonjour et bienvenue à cette webconférence organisée par VK pour la coopération des centres de gestion des Pays de Loire sur le thème « La donnée, obligation ou opportunité pour les politiques publiques et la stratégie RH ». En d'autres termes, comment piloter la donnée pour valoriser les métiers et l'action publique territoriale et en quoi ce pilotage est au service de la valeur ajoutée humaine. Pour en parler, 4 intervenants. Thomas Menant, qui est à ma gauche, associé chez Numéricité, né de la collaboration d'anciens agents publics et d'experts du privé. Vous avez été notamment adjoint au chef du pôle juridique à la direction interministérielle du numérique de l'État, la DINUM, et chef de projet de France Connect pour le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Oriana Labruyère, qui va nous rejoindre rapidement et qui sera à distance, est avocate DPO, associée dans un cabinet qui porte le joli nom de la Robe Numérique, vice-présidente en charge des finances de la communauté de communes de Loret de la Brie et trésorière, pour information, d'une association des communes cyberdynamiques. Elle nous rejoindra donc dans quelques instants. Hubert Jaspard, une carrière presque entièrement consacrée au RH, dans l'hospitalière, au CHU de Reims, CHU de Nantes, directeur adjoint des études à l'école des hautes études en santé publique, et pour le groupe, et puis également dans le groupe hospitalier mutualiste Hospi Grand Ouest, et en collectivité également, à Nantes, directeur aujourd'hui des ressources humaines pour la ville et pour la métropole, et Eric Arouet, président du centre de gestion de la Vendée, qui participe à la coordination des centres de gestion de Pays de Loire, et qui va nous présenter les données de l'emploi public, puisque nous sommes dans le cadre d'une conférence régionale pour l'emploi, données que je vous propose de présenter. Mais avant, je m'adresse à vous pour, si jamais vous avez des questions à nous poser, j'espère qu'elles seront nombreuses, vous pouvez les faire en passant par une fenêtre qui est à la droite de votre écran, fenêtre questions, et au fil de cette conférence, on posera les questions à nos intervenants qui s'empresseront d'y répondre. Vous avez la parole. Merci, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence régionale sur l'emploi territorial. Je représente ici Philippe Skellard, le président du conseil du centre de gestion de Loire-Atlantique, centre coordonnateur des centres de gestion qui, étant empêché, m'a demandé de le suppléer ce matin et avec plaisir que je suis avec vous pour cette conférence. C'est la deuxième conférence de niveau régional organisée sous ce format, à distance. La coopération régionale des 5 centres de gestion, c'est une coopération que l'on veut active. Le schéma régional a été signé en 2022 entre nos 5 centres de gestion. Cette coopération, elle porte des projets importants, et notamment le dernier qui concerne, dans le cadre de la PSC, le domaine de la prévoyance, puisque nous sommes les seuls 5 centres de gestion régionaux à porter cette prévoyance à l'échelle régionale. Nous avons ainsi plus de 80 000 agents qui vont être couverts en prévoyance à compter du 1er janvier, ce qui est unique à l'échelle de la France. Donc nous avons une coopération active et nous avons aussi porté des actions sur la formation au métier de secrétaire général de mairie que nous déclinons sur l'ensemble de nos départements à l'avenir. Donc la première édition de cette conférence régionale avait eu lieu l'an dernier sur l'attractivité de l'emploi public. Cette année, comme vous l'avez rappelé, nous souhaitons mettre en place une conférence sur la donnée, obligation ou opportunité pour les politiques publiques. Effectivement, ces questions-là sont prégnantes dans beaucoup de vos activités, dans beaucoup de nos collectivités. On se pose beaucoup de questions, on parle beaucoup de la donnée, mais une fois qu'on a dit la donnée ou les données, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Ce matin, ça va être l'occasion, je pense, de défricher un peu tout cela, de vous alimenter tous, et nous-mêmes, puisqu'on est tous à peu près à un même point. On sait que les données sont parfois des données que l'on remonte de nos collectivités sous, j'ose le dire, la contrainte. On nous demande de remonter des données, mais on ne sait pas à quoi elles vont servir. On ne sait pas comment on en aura un retour et comment elles vont être analysées. L'idée, c'est peut-être de commencer un chantier et de travailler ensemble pour regarder quelles pourraient être les pistes d'action à mener pour que, 1, elles nous alimentent, nous, dans le cadre de la coopération régionale. 2, on puisse les faire connaître et les valoriser à l'échelle de toutes les collectivités. 3, de voir des tendances, de sortir des grandes tendances, des évolutions. Et puis peut-être aussi d'alimenter peut-être de l'intelligence artificielle, point d'interrogation. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais des experts seront mieux placés que moi pour y répondre. Ce que je vous propose, c'est de vous alimenter avec quelques grands chiffres sur les données de l'emploi de l'année passée, sur quelques éléments que nous avons ressortis. Tout d'abord, sur des données sur nos collectivités, avec, je le rappelle, les Pays de Loire qui comptent plus de 100 000 agents publics territoriaux. On a cette particularité avec 1781 employeurs territoriaux sur la région. On est dans une diversité des collectivités très forte, puisque nous avons près de 150 communes qui n'ont que 1 ou 2 agents.
et évidemment quelques grandes collectivités de bien plus de 1000 agents pour certaines. 68% des employeurs territoriaux sont des communes et 66% sont des communes de moins de 2000 habitants. On voit bien cette particularité avec des forts taux de présence de communes de moins de 2000 habitants, notamment en Mayenne et en Sarthe. En ce qui concerne les données que l'on a pu extraire du RSU 2022, le RSU, vous le savez, est une obligation réglementaire. Chacun, comme je le disais, s'en saisit. Pour le saisir, alors plus ou moins de manière contrainte et plus ou moins dans les délais. Nous sommes, nous, au niveau du centre de gestion pour nos collectivités affiliées, à récupérer justement ces données, à parfois les compiler, mais certainement pas aujourd'hui à être en capacité de les exploiter. Ça va faire aussi partie de l'objet du débat que nous pourrons avoir juste après. Quelques données intéressantes. On voit qu'on a 24% des agents qui ont plus de 55 ans, 69% des agents qui sont en catégorie C, 63% des agents sont des femmes, 47% sont dans la filière technique, 25% sont des agents à temps non complet, et il y a environ 2,2 jours de formation par agent et par an. Ça nous remonte quelques données, comme vous le voyez, généralistes. On est sur un taux de retour au niveau du RSU de plus de 90% des effectifs, donc quand même une base très importante. Et ce sont, je vous le rappelle, le RSU, une centaine d'indicateurs qui sont fléchés dans une dizaine de domaines à peu près de nos activités. Si maintenant on se focalise un peu sur les données du site Emploi Territorial, ce site pour la publication des offres d'emploi, on voit qu'on a plus de 15 000 offres de recrutement en 2023, 4% de plus qu'en 2022, et 78% des offres concernent des emplois permanents. Les offres sont publiées en moyenne 41 jours. On voit aussi qu'on a 65% de femmes dans les recrutements, ce qui vient corréler le chiffre précédent que je vous disais sur le RSU, et un chiffre important et qui ne cesse de croître, qui est de 40% de recrutement de contractuels. Vous le voyez sur le petit histogramme sur votre gauche. On a un recrutement de contractuels qui est croissant. La moyenne est environ dans les 40-45% à peu près aujourd'hui au niveau national, ce qui questionne aussi parfois sur les modalités, mais c'est pas l'objet du jour, de recrutement et les formes de recrutement dans la fonction publique, et notamment au regard du statut de la fonction publique territoriale actuellement. Voilà, en quelques chiffres rapidement dressés pour faire un peu le tableau, et vous aurez ces données bien sûr qui vous seront disponibles évidemment, pour dresser un peu le tableau de l'emploi territorial sur la région des Pays de Loire et ses collectivités. L'objet de ce matin, c'était bien sûr de regarder ces données, mais c'est surtout ce qui nous attend maintenant, de pouvoir partager sur quoi faire de ces données. Voilà. Merci pour cette présentation. Alors on voit bien la place stratégique de la donnée pour les politiques publiques, et là particulièrement pour les stratégies RH. On peut imaginer à quel point ça peut être utile en termes de formation, de GPEC, de carrière. On imagine aussi la difficulté que vous avez dû pouvoir rencontrer de mettre à niveau ces données de 1800 collectivités qui sont toutes différentes, j'imagine, de taille aussi, mais aussi des communes, des intercos, des syndicats, je suppose, des EHPAD, je crois. Tout à fait. Et tout le travail qu'il y a derrière. C'est d'ailleurs un peu un des centres du sujet aujourd'hui. Alors je vais commencer avec vous, Thomas. Le centre de gestion, un des centres de gestion qui fait partie de la coopération des centres de gestion des Pays de Loire, qui est même l'animateur, le centre de gestion 44, avait organisé il y a quelques mois, je crois, une webconférence hors les murs, comme ils disent, sur le thème de l'intelligence artificielle, mot que vous avez prononcé tout à l'heure. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une personne qui avait cette formule qui disait « pas de bras, pas de chocolat, pas de données, pas d'IA ». C'est une manière de dire les choses. Mais est-ce qu'effectivement on prend pas le problème est-ce qu'on prend par le bon bout quand on parle d'IA avant de parler de données? C'est une question difficile à répondre, mais effectivement, c'est pour ça que je vous la pose. Merci. Le nerf de la guerre, c'est forcément la donnée. La question de la donnée, c'est pourquoi faire, comment on s'en sert. Alors aujourd'hui, on s'en sert pour faire de l'IA, ou en tout cas, on prétend qu'on va s'en servir pour faire de l'IA. Donc c'est nécessaire, c'est indispensable. Il faut avoir évidemment des données de qualité, il faut avoir des données variées, et c'est en cela que les collectivités et les administrations en général ont quelque chose à faire, quelque chose à jouer, parce que vous avez des données qui vous sont propres, vous avez des métiers qui vous sont propres, et donc vous avez un patrimoine de données qui est le vôtre et qui est indispensable. La question après, c'est pour faire de l'IA, pour faire autre chose, pour connaître son territoire. On voit là, c'était pas de l'intelligence artificielle, mais ces données, elles permettent aussi d'avoir en quelques minutes une vision d'ensemble du territoire, et j'imagine que vous en avez plein d'autres. Donc en les creusant, vous pouvez apprendre des éléments. Pour moi, ce qui est central, et c'est peut-être, je décentrerai peut-être le propos, mais pour moi, ce qui est central, c'est de se remettre à la question de la donnée, se remettre à observer ce qu'on a dans nos bases de données quelque part, se remettre à collecter
ces données du terrain, ici là, des différentes partenaires, collectivités qui sont concernées, pour ensuite pouvoir les exploiter. Et ensuite l'usage que vous allez en faire, ok, ce sera de l'intelligence artificielle parce que c'est le mot à la mode, mais ça vous permettra sans doute en tout cas de fournir de meilleurs services à vos usagers, de mieux connaître vos agents et puis d'innover. Donc oui, faites de l'IA si vous voulez, dès lors que vous vous mettez à parler de la donnée et dès lors que vous mettez à utiliser et consommer vos propres données plutôt que seulement subir le fait de les exporter ou de les collecter pour des tiers, notamment l'État. Oui, c'est vrai que les premiers utilisateurs des données publiques, c'est les administrations elles-mêmes. Mais il y a quand même une question, enfin, que moi j'ai croisé dans un certain nombre de collectivités. Alors c'est pas le cas avec vous, c'est que il y a les données en interne, on y reviendra, mais il y a effectivement toutes les données du territoire qui permettent de nourrir toutes les politiques publiques, et que parfois il n'est pas toujours facile d'embarquer les élus justement sur ces sujets-là. Oui, c'est vrai que c'est un des enjeux. Effectivement, il faut le rappeler, hein, les premiers réutilisateurs de données, y compris sur de l'open data, qui est aussi subi souvent par les collectivités, sont les administrations elles-mêmes. Donc ça, il faut le dire et le redire. Parce que forcément vous en avez besoin au quotidien, et donc effectivement il faut réussir à emporter les décideurs au sens large du terme. Et comment on fait? Parce que moi voilà, j'ai été parfois contraint, ou en tout cas même si c'était avec plaisir, de raconter mon métier à des décideurs, et quand vous avez 5 minutes pour expliquer voilà l'importance de la donnée, l'importance de la collecter, de la nettoyer, etc. Comment on fait? Le parti pris, en tout cas mon parti pris, c'est de le faire par l'usage. C'est-à-dire que lorsque vous discutez à un décideur, si vous voulez mieux connaître votre territoire, voilà ce que je vais pouvoir faire avec vos données, voilà ce qu'on va pouvoir expliquer, voilà comment concrètement on va l'utiliser, tous les sujets techniques derrière, de savoir où est-ce qu'est la donnée, quelle est la qualité, comment je la croise avec d'autres, là le décideur il s'en fiche, si vous permettez l'expression. Ce qu'il va avoir, c'est l'intérêt concret, et si j'ose dire presque immédiat, c'est-à-dire qu'il y a aussi une logique de temporalité. Donc mon principe, c'est, enfin en tout cas mon conseil, c'est dans la mesure du possible d'être concret, pragmatique, et d'avoir des résultats rapides, 3 à 6 mois. Et en acceptant que la première chose qu'on va faire, le premier portrait du territoire, la première amélioration de la politique publique ne sera pas parfaite. C'est pas grave. Vous avez 70% d'informations qui vous permettent de montrer un premier état des lieux, qui vous permettent d'offrir un premier service. Et à ce moment-là, vous pouvez expliquer que oui, les 20-30% qui manquent pour aller améliorer, pour être plus fin, pour aller faire de l'intelligence artificielle beaucoup plus précise, etc. Là, vous allez prendre le temps pour avancer. Mais donc oui, utilisez-la et montrez les résultats rapidement, et généralement vous emportez la décision parce que on a des résultats rapides et en tout cas des choses qui sont très concrètes. Oui, si je peux me permettre, il y a 2 choses que vous avez dit qui m'intéressent vraiment. C'est, vous avez employé le terme de nettoyer la donnée. Ouais. Et ça, je pense que c'est important de savoir aussi et comment on nettoie une donnée. C'est important de l'avoir. Et puis, alors, ce que vous dites, c'est crucial, c'est-à-dire d'alimenter les décideurs dans un temps cohérent et d'accepter qu'on n'est pas sur la perfection au premier retour. Mais je pense que c'est crucial pour l'ensemble de nos collectivités, pour avoir des choix, pour les autorités territoriales, des choix d'avenir, des choix d'anticipation dans la politique RH, et de savoir aussi se positionner. Ce qui est parfois difficile, c'est pour l'autorité territoriale de savoir son positionnement vis-à-vis de sa politique RH, vis-à-vis de ses voisins, vis-à-vis de son territoire. Et rien que ces éléments-là, je crois qu'ils permettraient de faire avancer beaucoup de choses en termes de politique RH sur nos territoires. Il y a une question que j'ai envie de vous poser à tous les trois à ce stade, c'est que on est dans un univers où l'expérimentation a mauvaise presse dans nos organisations. Plus les collectivités sont de grande taille, d'ailleurs, plus l'expérimentation. C'est du temps perdu, c'est du bricolage, quoi. On nous attend ailleurs. Enfin, ces phrases-là, on les a entendues. Les arguments sont légion. Ça veut même dire parfois qu'on donne l'impression de tâtonner, alors qu'on devrait savoir. C'est souvent ça. Pourtant, l'IA et la gouvernance, c'est vraiment un endroit particulier où l'expérimentation, c'est ce que vous commenciez à dire, est sans doute la bonne solution, et c'est là où il faudrait expérimenter. Alors moi j'ai un parti pris là-dessus, mais oui, effectivement, je pense qu'il faut tâtonner, il faut admettre. Enfin, vous voyez aujourd'hui l'intelligence artificielle, il y a 2 ans personne n'en parlait. Alors que en réalité des algorithmes, etc. Vous en avez partout dans vos collectivités depuis des années, vous les vivez au quotidien. Là on parle souvent d'IA générative, hein, donc ce qui génère des contenus, et on voit bien que tout le monde tâtonne. Personne ne sait trop bien comment ça marche, même les concepteurs savent pas comment ça marche. Donc en réalité, si eux ne savent pas, vous ne savez pas, et c'est pas grave. Et il faut tâtonner. Et il faut expérimenter. Dans les collectivités, vous l'avez vu au quotidien, c'était le cas pendant la période Covid notamment, où là on s'est plus posé de questions, on a tous expérimenté, on est tous sortis de ce qu'on pensait devoir faire. Je pense que c'est important pour plein d'autres raisons, pour plein de raisons, pardon. C'est important parce que déjà il faut se donner le droit à l'échec et se donner le droit à l'erreur. C'est la première chose, et surtout il faut choisir correctement ses cas d'usage.
Moi, je répète, j'interviens en ce moment pas mal sur l'IA et j'explique que si c'est pour automatiser des choses qui ne servent à rien, la vraie question, c'est de se dire, posez-vous des questions de savoir qu'est-ce qui sert, qu'est-ce qui ne sert pas. Et ça, c'est vos métiers aujourd'hui des collectivités. Vous connaissez mieux que personne, mieux que tous les consultants du monde, mieux que ChatGPT, vos missions. Et donc, s'il y a des pratiques qui sont inutiles, coller dessus quelque chose d'une innovation technologique, que ce soit de l'IA ou autre chose, plutôt que d'arrêter, en réalité, il faut arrêter. Ça, c'est mon point de vue. Et simplement pour vous répondre en incise, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, bien évidemment. Et pour moi, c'est même un corollaire. C'est-à-dire que souvent, on me dit, oh là là, il faut nettoyer la donnée, et il faut même nettoyer la donnée avant de l'exploiter. Moi, mon parti pris, c'est de dire qu'il faut exploiter la donnée tout de suite, parce qu'en réalité, en la faisant circuler, en la consommant, en l'utilisant nous-mêmes, oui, on va voir qu'il y a des choses qui sont anormales. Et du coup, on va aussi pouvoir retracer, finalement, c'est comme de l'alimentaire, vous allez pouvoir faire de la traçabilité en disant à quel moment cette information-là elle a été collectée, pourquoi, comment et qu'est-ce qui fait qu'elle est aujourd'hui, elle me semble étonnante. Et donc, vous allez pouvoir faire changer vos procédures de collecte de l'information, par exemple, et surtout et essentiellement, alors là, je pourrais en parler des heures, donc je vais en arrêter. Mais surtout et essentiellement parce que aussi, quand vous collectez une information à l'origine, vous n'avez pas forcément prévu que demain qu'elle allait être réutilisée par des tiers, y compris par vous-même. Donc, c'est aussi changer la vision par petites touches, la vision métier. C'est le cas. On peut parler. Moi, je viens de l'État, donc je peux parler de l'État. Par exemple, dans la sphère fiscale, lorsque les données fiscales remontent, les fiscalités, peu importe, vos budgets, etc. C'est le thème du moment. Elles n'ont pas été pensées pour vous retourner, ou en tout cas pour être pensées pour être exploitées par la suite. Elles ont été pensées pour être pilotées au niveau étatique. Donc en fait, consommez vos données, utilisez-la, réutilisez-la, et c'est là que vous allez pouvoir voir qu'il y a des défauts de qualité, voire des biais, évidemment. Et là, vous pouvez les déconstruire. Et les données des collectivités, c'est mon dernier mot, elles sont pas de moins bonne qualité que celle de l'État, de l'administration ou des grands groupes. Il faut pas non plus s'auto-flageller. Il ne faut pas que la territoriale continue à complexer. Vous réagissez bien, j'espère. Oui, parce que je pense que c'est vraiment aussi une question de culture par rapport à l'expérimentation. On est dans un pays où on a dans notre devise l'égalité et on veut tous faire pareil. Récemment, toutes les collectivités et toutes les administrations publiques ont calculé leur index égalité femmes-hommes pour la première fois en septembre 2024. Et nous, on a fait un petit benchmark parce qu'on voulait voir comment les uns et les autres faisaient. Et il se trouve qu'il y avait des préconisations qui ont été faites par la Direction générale des collectivités locales. Et je tairai le nom des collectivités, mais en fait, on s'est aperçu que sur le calcul de la donnée et sur la manière dont on pouvait calculer cet index, chacun, à un moment donné, a une forme d'approximation ou de réflexion sur comment faire. Et que je pense, a priori, qu'on a des biais qui existent partout. Et donc, moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout de suite, c'est que il faut y aller, et surtout, il faut donner du sens à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que l'idée de l'index égalité femmes-hommes, c'est comment est-ce qu'on va vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, il faut se poser la question en termes de rémunération, en termes de promotion, en termes de recrutement, sur les hauts postes, et se dire, on a une cible, et c'est vers cette cible qu'il faut aller. Et la donnée, c'est un élément qui permet à chaque collectivité, à chaque administration publique, de se dire, le chemin, c'est celui-ci. Je sors un tout petit peu de mon rôle d'animateur parce que j'ai rencontré une expérience intéressante à Montpellier, qui n'était pas en interne, mais sur le territoire. Le maire de Montpellier, découvrant la mauvaise qualité, si je puis dire, de ces données, justement en termes de parité, a proposé à une centaine de femmes de porter une puce pendant 1 mois, et pour voir comment elles se déplaçaient sur le territoire. Et ils se sont aperçus à quel point les équipements publics, certains équipements publics n'étaient pas utilisés par les femmes pour des tas de raisons. Ça peut pas uniquement l'éclairage, la hauteur des trottoirs, etc. Et ils ont retravaillé complètement leur politique publique en fonction de données qui avaient été nettoyées parce qu'ils les avaient utilisées, parce qu'ils les avaient expérimentées, etc. Par contre, pour revenir à l'interne, en quoi on parle de données en interne, on parle de données sociétales, si je puis dire. Quand on préparait cette émission, vous me disiez, j'espère que toutes ces données, vous parliez de parité, vous parliez de handicap, d'inclusion, etc. En quoi elles vous obligent, entre guillemets, dans la gestion RH ou dans la stratégie des outils de pilotage? Peut-être ce qu'il faut partager, c'est que par rapport à l'introduction de ces faits sociétaux dans l'administration publique au sens large et dans les entreprises privées, parce qu'en réalité on a la même évolution, on a une espèce d'avant et après l'an 2000. C'est-à-dire que depuis l'an 2000, on a un certain nombre de lois, de normes, de règles qui ont été mis en place.
Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent ont entendu parler du livre de Marie-France Irigoyen sur le harcèlement, 1998. Un livre fondateur. Voilà, qui a donné lieu ensuite à l'introduction du harcèlement dans la loi pénale en 2003. Et en fait, on voit que depuis l'an 2000, on a toute une série de lois qui se sont succédées sur un certain nombre de sujets. La prise en charge et l'inclusion, l'intégration des personnes en situation de handicap en 2005. Le premier accord parité femmes-hommes dans la fonction publique, c'est 2013. Les risques psychosociaux, c'est 2013 aussi. Et donc, on voit que finalement, il est demandé aux administrations publiques au sens large et aux collectivités territoriales de mettre en place des dispositifs et des politiques qui vont vers une administration et des collectivités locales qui soient plus ouvertes, qui soient plus à l'image de la société. Et donc, par rapport à ça, c'est important que chaque collectivité puisse avoir des outils qui lui permettent de voir finalement sur ce chemin d'une administration publique et d'une collectivité plus inclusive, plus paritaire, quel est ce chemin, quels sont ses jalons et comment est-ce qu'on va vers ces éléments. Et donc, c'est essentiel à mon avis de pouvoir le piloter. On parlait tout à l'heure dans les chiffres du recrutement des contractuels. Je voyais sur le chiffre, donc on a à peu près 40% des derniers recrutements qui sont des personnes de contractuels. En 2000, quand il y avait un concours organisé au niveau national, sur les 3 fonctions publiques, il y avait 18 candidats pour un poste. En 2000, d'après les derniers rapports de l'État, on est passé à 6 pour un poste. On a été divisé par 3. Si on prend à la territoriale, entre 2014 et 2019, j'ai pas les derniers chiffres, on est passé de 125 000 candidats à 50 000. Donc on a une question qui se pose sur l'attractivité de nos métiers et sur les concours. C'est dans ce cadre-là notamment qu'il y a eu tout un travail qui a été fait par l'État au sens large sur la diversification des parcours, sur ce qu'on a appelé la mise en place des dispositifs type l'accordé, type les prépas talents. Et donc il faut savoir, quand on mène une politique RH, de quoi on parle, d'où on vient, vers où on veut aller. Et c'est essentiel à ce moment-là de pouvoir s'appuyer sur des données, et je rejoins tout à fait ce qui était dit tout à l'heure, qui vont être nécessairement imparfaites, mais je dirais que peu importe. Le fait qu'on ait 18 candidats en 2017 ou 2019, c'est pas important. Par contre, la tendance, elle est là. Et donc, c'est toujours voir ça en termes de tendance sur du temps plus ou moins long. Je précise pour nos auditeurs que l'Accordé est une association qui travaille sur l'inclusion pour faire venir dans le service public des personnes qui n'y penseraient parfois même pas. D'ailleurs. Vous voulez réagir, Thomas, sur les propos de... Non, bah je peux, mais c'est effectivement ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a un objectif de politique publique, il y a différents outils, ils peuvent être de type juridique, législatif, etc. Il y a des outils de pilotage, on va dire ça comme ça, ou voire même, j'allais dire, de surveillance finalement, comme on pourrait le dire. Et puis derrière, ce qui compte, c'est ce que vous en faites, quelle action publique vous menez avec, et il faut vraiment voir, il faut pas oublier, en tout cas sur mon volet, que la donnée, voilà, ça vient outiller. Mais ça prend pas les décisions à la place des collectivités. Oui, ce que je voulais rajouter, c'était aussi par rapport à ce que disait Hubert, c'est en fonction des tailles de nos collectivités, qui peuvent être, on l'a vu sur le diaporama précédent, qui sont très diverses. Certaines collectivités auront besoin des données pour véritablement piloter une vraie stratégie portée par l'autorité territoriale, avec des données propres d'évolution sur plusieurs exercices, et d'autres auront besoin de données pour se comparer. Et en fait, on ne sera pas toujours sur la même porte d'entrée. Et c'est là où je pense que les centres de gestion peuvent avoir un angle à mener aussi pour nos collectivités affiliées, pour avoir des éléments de comparaison qui permet aussi de faire des choix stratégiques à terme, et notamment les lignes directrices de gestion qui doivent être interrogées. Il y a une première question qui vous est adressée, à mon avis, Thomas, suite à propos que vous avez eu tout à l'heure. Si les concepteurs ne savent pas trop comment ça marche, n'y a-t-il pas des risques de tout ordre, mauvais renseignements en termes de coûts au détriment des métiers exercés par des hommes et des femmes qui se perdront? Ah bah oui, enfin oui, alors oui, c'est une question dans laquelle il y a des éléments de réponse. Oui, exactement, et que je partage. Alors après, voilà, attention, je parlais de l'intelligence artificielle générative, donc tout ce qu'on voit, les chats GPT, les choses qui génèrent du contenu et qui sont créées pour justement créer un contenu qui est similaire à ce qu'on s'attend. Donc c'est fait pour ça. Peut-être expliquer que le chat GPT, enfin, la générative par rapport à l'autre IA, n'utilise pas les mêmes. Exactement. Donc en fait, pour faire très court et très simple, en gros, vous avez plusieurs types d'intelligence artificielle. Vous avez quelque chose qui ressemble à de l'algorithmie, c'est-à-dire les systèmes experts que vous avez sans doute dans vos métiers, donc ils sont faits pour faire une tâche précise, et on sait découper le nombre de tâches. Et puis après, plus vous avez un spectre comme ça de l'intelligence artificielle, et vous en avez un qui est celui génératif,
impératifs qu'on connaît tous, en tout cas qu'on observe tous, voire sur la création de contenu, création de notes, création d'images, etc., qui est là et fait. L'objectif, c'est de reproduire quelque chose qui pourrait plaire à un humain. Donc, en fait, c'est des mathématiques. Donc, en fait, on se fait nous-mêmes un petit peu avoir. Et là, aujourd'hui, on arrive à des puissances de calcul telles phénoménales que, en fait, la machine fait ses propres calculs. Donc, la notion de traçabilité, d'être capable de décomposer les éléments, sont quasiment, en tout cas, on va arriver à un moment où scientifiquement, ce sera quasiment impossible. Donc, effectivement, la question est très juste. Effectivement, il y a des biais partout, et c'est pour ça que ces outils-là, il faut les prendre comme un outil d'aide à la décision. Il n'est pas question de dire, en tout cas de mon point de vue, après vous faites ce que vous voulez, mais de mon point de vue, il n'est pas question de dire que, je sais pas quoi, tel recrutement va se faire exclusivement sur l'IA, que telle aide va être versée parce que la machine elle l'a dit, etc. Donc oui, il y a plein de biais, et surtout il y a évidemment des risques et il faut en parler. Après il faut être rigoureux et il faut quand même regarder ces outils-là parce que je pense que c'est un enjeu, et donc il faut les voir comme vraiment un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas magique, et surtout il y a un élément peut-être sur lequel je vous laisse la parole là-dessus, mais il y a un élément sur lequel il faut vraiment insister à mon sens, c'est que ça ne doit pas déresponsabiliser l'agent ou la collectivité en général. Le vrai sujet de ces outils-là, et pour moi c'est pour ça que tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, en tout cas d'un point de vue technique, sur la data, les usages, etc., c'est qu'à la fin, la décision, elle revient toujours, soit à l'agent, soit à la collectivité, et c'est ça qu'il faut remettre au centre. C'est vraiment là le sujet. La question de la responsabilité. Moi, je rebondis là-dessus parce que il y a souvent une expression que je revendique, qui est de dire que la gestion des ressources humaines, c'est de la science molle. C'est-à-dire que c'est pas des mathématiques ou de la physique, et moi je revendique effectivement le fait qu'à un moment donné, c'est des éléments de pilotage, c'est des éléments d'aide à la décision, mais je dis souvent qu'à un moment donné, si le but c'est d'appuyer sur un bouton pour que je fasse la gestion des ressources humaines, moi je change de métier. Oui, précisément, c'est vous êtes dans une situation à la fois entre une espèce de vigilance nécessaire, des opportunités. On évoquait ces termes de la beauté du sport et la réalité du ring. J'avais formulé c'est une formule que j'aime bien. C'est vrai que les RH, de plus en plus, en tout cas précisément sur ce sujet-là, elles sont vraiment dans des injonctions un peu contradictoires. Oui, tout à fait. Quelques exemples pour illustrer ça. On a parlé tout à l'heure des concours, et c'est vrai qu'à la fois, et ça a été réaffirmé par la loi du 6 août 2019, qui est la dernière grande loi sur la modernisation de la fonction publique, elle a réaffirmé la primauté du concours. Et pour autant, on voit que les résultats nous montrent que 40% sont des contractuels. Donc, moi, je me mets à la place des collègues et des fonctionnaires, et ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc, par rapport à ça, j'ai beaucoup de collègues, effectivement, qui ont une forme, alors je ne sais pas si c'est de désespérance, mais en tout cas de tension par rapport à cette réalité-là. Et moi, ce que je pense par rapport à ça, j'évoquais tout à l'heure le nombre de personnes qui passent les concours, c'est se poser deux questions. C'est à la fois comment on va chercher de nouveaux candidats. Donc on a parlé effectivement d'un certain nombre de dispositifs, et c'est pour ça qu'on a mis en place encore une fois les prépa talents qui sont plutôt ouverts pour des personnes qui sont issues de quartiers défavorisés ou éloignés de l'emploi. Mais je pense aussi, à un moment donné, il faut se poser la question de l'organisation des concours. Il faut peut-être organiser plus de concours. Alors c'est vrai que c'est lourd, il faut peut-être faire de la publicité. Enfin, il faut aussi changer à un moment donné notre capacité à pouvoir intégrer des collègues. Autre exemple par rapport à ça, nous on a aussi beaucoup de débats sur la question justement de l'inclusion et de la parité. Puisque d'un côté on nous dit il faut recruter sur les compétences, et de l'autre côté on nous dit effectivement il faut mettre en place une politique de diversité, d'inclusion, etc. Et là aussi, il faut se poser des questions sur les biais. On sait par exemple que sur des jurys, si vous avez des jurys qui sont composés uniquement d'hommes ou uniquement de femmes, vous aurez des biais. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut avoir des jurys mixtes. Il faut se poser des questions aussi sur des métiers qui sont très genrés. Les métiers dans le sanitaire et social, on sait que ce sont des métiers très féminins. Les métiers sur l'informatique et le numérique, on sait que ce sont des métiers très masculins. Ça veut dire que quand on voit les CV, il faut accepter et il faut décider de dire, mais moi à la fin, si je reçois 4 candidats, ce sera 2 candidates et 2 candidats. Et donc, il faut effectivement faire évoluer ces mentalités, et ça, c'est pas toujours facile pour les collègues, parce qu'encore une fois, ils se disent, oui, mais où est-ce que je place la compétence? Et donc, c'est avoir cette forme d'agilité entre la question de la compétence et de la politique qu'on mène et vers laquelle on veut aller. Et ça pose d'ailleurs, vous avez prononcé le mot CV,
Ça pose aussi même la question des CV eux-mêmes, de la manière de les présenter, puisque maintenant il y a un mode de lecture qui est fait. Oui, c'est bon, alors ça existe depuis longtemps, mais effectivement les promesses qu'on fait en matière de RH, c'est de dire vous allez révolutionner parce que l'intelligence artificielle va vous aider à écrire la fiche de poste, lire les CV, les classer, et puis derrière vous auriez pu faire des pré-entretiens. Maintenant aux États-Unis ils font même des entretiens avec une machine, bref, et à la fin ce sera magique, tout sera mâché, et hop, il y aura plus qu'à, en tout cas pour les contractuels, il y aura plus qu'à choisir. Et effectivement, bah voilà, vous voyez les risques. Alors je le dis avec un sourire, mais les risques sont là, et les premières analyses, parce que je vais vous dire, il y a deux idées forces que je vais vous dire. La première, c'est que les premières analyses aujourd'hui montrent, y compris de chercheurs, on a des papiers là-dessus, que en fait les machines ne sont pas parfaites. Donc typiquement, tout ce qui va être CV un peu joli, pendant très longtemps on nous a dit il faut faire un CV joli, il faut arrêter le CV de 4 pages avec une litanie d'exemples. Bah oui, mais la machine aujourd'hui elle ne sait lire que celui avec la litanie d'exemples qui fait 5 pages. Et donc du coup se pose la question de dire bah, peut-être que ce CV old school, si vous me permettez l'expression, n'aurait pas été retenu par un agent, et puis bah là finalement la machine elle va pas savoir lire le modèle un petit peu dessiné avec des choses comme ça. Donc aujourd'hui, si vous avez des jeunes là qui candidatent, il faut leur dire faites pas des trop beaux CV. En tout cas, si c'est pour les collectivités, peut-être que ça fonctionne encore, mais en tout cas sur le secteur privé, évitez, parce que ça passe dans des machines et la machine ne sait pas le lire. Et donc comme elle ne sait pas le lire, bah vous êtes nativement exclu. Et c'est là ma deuxième idée force, c'est que pour rebondir sur la première question, aussi sur la question des coûts, la question des risques et l'automatisation, finalement tous ces éléments-là, on ne vient pas de nulle part. On les a vus aussi dans l'informatique en général. On a parlé des années 2000, je peux aussi parler des années 80, où l'informatisation est arrivée et on a dit c'est la fin de la connaissance, on va automatiser des tâches, etc., etc. Trop souvent, on n'a pas expérimenté. Ça donne au hasard des SIRH, évidemment ça n'existe pas sur votre territoire, mais moi j'ai pu travailler dans l'État avec des SIRH qui n'étaient pas faits pour l'administration, donc qui ne marchaient pas, qu'on n'a pas réussi à arrêter, qu'on n'a pas réussi, etc., etc. Donc en fait il y a aussi des éléments d'apprentissage, mais ça je vous laisse, si vous voulez rebondir on pourra en parler, mais vous avez des éléments d'apprentissage passés sur l'informatisation qui a quand même, je pense, aidé nos vies globalement, et sur le fait de parfois on a pas expérimenté, on a simplement bricolé, et puis on se rend compte des effets après, des biais, soit qui viennent d'ailleurs ou des nôtres, sans les corriger. Donc continuons, essayons et faisons dans la mesure du possible quelque chose qui corresponde à l'usage souhaité, à l'outil qu'on veut fabriquer. Alors on va saluer Oriana. Vous nous entendez ? Très bien, bonjour à tous. Parfait. Donc, en début de séquence, j'ai pris le temps de vous présenter. Je vais essayer de vous voyer, même chance plutôt habituellement, mais c'est pour avoir une unité dans les échanges. Voilà. On a commencé à répondre à un certain nombre de questions qui nous ont été posées. On a parlé beaucoup de données, de RH, de territoire, des difficultés d'avoir des données de bonne qualité, de les faire remonter, de la manière de les utiliser, des injonctions contradictoires, etc., etc. Ce qu'on n'a pas évoqué, c'était un des sujets sur lesquels moi je voulais vous questionner, et je précise d'ailleurs que vous m'avez remis un document de grande qualité, hein, qui est à ma droite là et qui sera envoyé après à toutes les personnes qui sont inscrites, qui reprendront en gros les propos de la préparation de cette émission. Nous, la question qu'il faut se poser, c'est comment, justement, on n'a pas parlé de ça pour l'instant, c'est de la protection, je peux dire. Comment assurer une protection adéquate des données avant et pendant l'utilisation d'une solution IA. C'est une très vaste question. Je vais essayer de répondre de manière schématisée. On va se concentrer nécessairement en l'utilisation de l'IA. Il faut d'abord se poser. Peut-être simplement à la régie, si on peut avoir un son un peu plus fort dans le studio pour entendre Oriana elle-même. Voilà, c'est les lois du direct, donc vivons les lois du direct. Là, vous m'entendez mieux ? Non, mais c'est pas. Je pense que ça dépend pas de vous, ça dépend peut-être d'un petit réglage à faire en interne. Un retour de son. Voilà, un retour de son qui est en train de se régler tout seul. Voilà, très bien, parfait. Bon, donc, ce que je disais sur la protection des données, évidemment, d'abord, j'imagine vous avez parlé du projet, de tout ce qui peut entourer le projet IA. Évidemment, on va se poser la question des mesures, rien que dans la création de la base de données, les mesures techniques et aussi organisationnelles qu'on va mettre
en œuvre sur la donnée test et aussi, une fois que notre projet roule, sur les données qui sont contenues dans l'IA et qui vont être utilisées au quotidien par l'intelligence artificielle. Ces mesures techniques et organisationnelles, vous les connaissez tous. Ce sont évidemment une gestion stricte des accès, on va avoir un chiffrement de la donnée, une classification. On va évidemment parler des durées de connexion, oui. Dans le cadre de l'utilisation d'une solution. Bon, je sens qu'il y a... Vous m'entendez pas? Si, ça, c'est par moment. Continuez. On a donc l'enjeu de la durée de conservation qui, attention cependant à pas être trop restrictif, puisque là on va élargir. Bon. Dans le cas de la protection des données classiques, donc le RGPD, évidemment là on va aller plus loin, puisque on a l'obligation finalement dans la pertinence de l'outil de développer quelque chose qui va être pérenne dans le temps et qui va apprendre, et donc le jeu de données qui sera utilisé doit nécessairement être conservé. Pour ça, on a des bases légales qui existent, notamment sur de la recherche. Donc, faut pas hésiter à se poser cette question, mais à avoir une vue assez élargie. Vous m'entendez toujours? Oui. Ensuite, évidemment, qui dit protection, dit audit et contrôle régulier. Donc là, on va chercher à protéger la donnée, évidemment, des attaquants, mais également une pérennité des outils. Donc là, on va avoir des finalement réguliers de l'ensemble de l'environnement qui gravite autour de la donnée. Donc on peut avoir contrôle sur le matériel. Souvent, ce point est assez peu traité, mais il faut se poser la question d'elle. Le fait peut-être bêtement de pas avoir le même fournisseur pour les mêmes produits. Là, je parle d'infrastructure. Peut-être pas avoir que le même fournisseur pour éviter notamment des défauts de conception dans les lignes de conception. Tout ça, ce sont des éléments qui vont amener finalement l'hétérogénéité de la sécurité. Ensuite, sur la protection, évidemment, on est obligé de parler de la conformité CNIL, donc la conformité RGPD, loi informatique et liberté, donc sur les principes clés qui sont liés à la licéité, à la minimisation et à la sécurité au sens large. Et puis enfin, et c'est un point vraiment extrêmement important, qui est l'éval des tiers, évaluation des fournisseurs pour être sûr de travailler avec des fournisseurs qui respectent votre cahier des charges en matière de sécurité. Ce que vous appliquez, il faut leur appliquer par rebond. Il faut vraiment vérifier que ces fournisseurs respectent le niveau de sécurité que vous attendez. Est-ce qu'il y a même pas parfois le besoin de savoir supprimer des données? Si, bien sûr, on va avoir la question évidemment de la suppression, mais dans les projets IA, ça pose une question extrêmement délicate, qui est quand je supprime, est-ce que mon intelligence sait désapprendre? Quel impact de la suppression a sur la performance de mon intelligence? Ce sont des questions qui doivent absolument être abordées dès la conception avec l'ensemble de l'équipe sur le projet, parce que effectivement, si j'utilise la donnée personnelle dans le cadre de mon IA, le retrait d'un consentement, donc d'une IA qui serait basée sur une base légale qui serait le consentement, dit qu'on peut retirer un consentement à tout moment, et lorsque je retire mon consentement, c'est suivi d'effets. Et cet effet-là, sur l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'il faut absolument évaluer. Donc peut-être qu'il faut au démarrage travailler avec des données qui sont anonymes pour rendre plus finalement solide et en tout cas plus résiliente l'intelligence artificielle face à ce type de demande, et donc à avoir cette transparence auprès des personnes qui vont utiliser l'IA ou dont les données se retrouvent utilisées dans le cadre de cette intelligence artificielle. Hakim Moural, que vous connaissez, dans une récente interview, disait qu'il fallait presque revenir au métier d'archiviste.
qui sont les personnes qui, de base, savent l'importance d'une donnée, sa qualité, le fait qu'une donnée est chaude, une donnée froide, un peu comme une information. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec Hakim, que finalement, on le voit, les archivistes, ils ont des référentiels de données, alors souvent de documents hein, finalement, mais ils ont un référentiel et ils savent exactement la portée, les durées, vraiment le caractère essentiel ou non de la donnée ou du document en question. Et finalement, ce travail d'inventaire qui est assez fastidieux, on le voit avec l'intelligence artificielle, finalement, il est remis un peu au devant de la scène, parce que si on n'a pas des données de qualité, si on n'a pas des données pertinentes par rapport à l'objectif, par rapport à l'outil qu'on veut développer, c'est beaucoup d'argent utilisé, enfin, cramé pour rien. Des réactions par rapport au propos de... Non, je souscris complètement. Si vous voulez faire de l'intelligence artificielle, faites-le majoritairement sans données à caractère personnel. De toute façon, c'est la première chose. La deuxième chose, si jamais vous estimez que c'est vraiment nécessaire, dans la mesure du possible, travailler sur des données synthétiques, c'est-à-dire qu'on va reproduire des données qui sont semblables au réel, mais qui sont des fausses données entre guillemets, mais qui permettent déjà d'avoir souvent des résultats extrêmement satisfaisants. Et effectivement, Oriana l'a dit, mais aujourd'hui on a parlé longtemps de co-construction. Il faut aussi co-construire avec les métiers et co-construire avec la conformité, c'est-à-dire les gens qui font de la cyber, les gens qui font de la protection des données à caractère personnel, etc. Et peut-être aussi un élément peut-être à ajouter plutôt d'un point de vue projet, c'est que pour accompagner beaucoup de collectivités ou d'administrations, là on parle des sujets qui sont très très avancés. En réalité, vous avez souvent des sujets qui sont relativement simples et donc une approche, j'allais dire technique, technologiquement simpliste, on va dire ça comme ça, peut aussi largement suffire, plutôt que même si c'est plutôt classe d'acheter plein de trucs sur catalogue qui ont l'air américains et qui ont voilà monts et merveilles, bah aussi vous pouvez vous dire que peut-être avec une approche alors j'aime pas trop ce mot, mais frugal, on va dire ça comme ça peut vous aider à avoir des premiers résultats sensibles, et vous avez plein de compétences en interne, mais ça je pense que vous le savez, ou peut-être qu'on en reparlera, mais oui, il faut redonner de la place qu'ils n'ont jamais perdu aux archivistes. Regardez ce qui se fait du côté des géomaticiens, si vous en avez, des analystes, etc. Vous avez plein de métiers. On va revenir. Alors, sujet. C'est un sujet en tant que tel. Sur l'évaluation des fournisseurs, je pense que c'est un véritable sujet. Sur les fournisseurs, j'allais dire sur les consultants aussi, il y en a 4 tous les jours qui se créent, qui deviennent spécialistes. C'est tout de même un véritable sujet pour les collectivités, ça. Oui, je pense que ce sujet de l'évaluation des fournisseurs, enfin l'éval des tiers, l'évaluation des tiers qui sont partis à votre projet, l'évaluation, elle se fait évidemment par rapport à la qualité. Est-ce qu'ils sont capables de démontrer la participation à des projets qui correspondent aux vôtres? Aujourd'hui, il faut pas non plus se leurrer. Il y a aussi beaucoup d'annonces qui sont faites et finalement, il y a peu de projets d'envergure qui vont exactement correspondre à ce que vous avez besoin. Donc, je dirais que au moins sur l'évaluation des fournisseurs, attention aux mesures de sécurité, attention à la formation, demandez-leur des gages de formation, de sensibilisation, de compréhension de l'intelligence artificielle et de ses enjeux. Et puis, peut-être privilégier aussi quelqu'un qui connaît bien votre environnement, qui va être dans une compréhension de vos contraintes métiers aussi, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas, dans certains secteurs qui sont très cadrés, donc on peut pas non plus... on peut pas. C'est difficile de partir de zéro dans certains secteurs. Je pense notamment au secteur de la santé, mais pour les collectivités territoriales, ça va être la même chose parce que il y a un fonctionnement un peu spécifique. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'avoir au moins un interlocuteur qui connaît bien votre environnement. Question liée à la donnée, à la sécurité, à l'anonymisation. Je pense que la question de la pédagogie par rapport aux collègues qui sont dans les ressources humaines au sens large, elle est essentielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand on travaille avec un fonctionnaire, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, pour pouvoir le rémunérer, il faut son RIB, il faut son nom. Pour pouvoir gérer sa carrière, c'est pareil. Et donc, il faut qu'on arrive à travailler de manière à ce que ces données personnelles qui nécessitent un nom, encore une fois,
quand à un moment donné, on veut l'utiliser d'un point de vue stratégique, il faut qu'il y ait une étape qui passe du nom à l'anonymisation. Et ça, c'est un message qui me paraît vraiment essentiel à faire passer, parce que il faut éviter qu'à un moment donné, le fait de recueillir toutes ces données se fasse en additionnant finalement les situations individuelles. Et donc, il faut que chaque collectivité, chaque service RH, il ait bien ça en tête pour pouvoir passer, encore une fois, du nom à l'anonymisation. Je suis d'accord avec ça. Complètement. Tant mieux. Notamment, je rajouterais dans le domaine, au niveau des centres de gestion, tout ce qui tourne autour du conseil médical, notamment, où beaucoup de données peuvent en être extraites par rapport à ces situations, mais évidemment, là, encore plus, l'anonymisation est primordiale. Alors, on a commencé à évoquer un sujet, et je me suis permis de couper Thomas maintenant là-dessus. Beaucoup de collectivités locales se plaignent souvent de ne pas avoir les moyens de recruter des chief data officers, haute data scientists et autres métiers. Mais est-ce qu'il faut, on parlait des archivistes tout à l'heure, mais en regardant de manière plus large, est-ce qu'il faut nécessairement recruter? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions diverses et moins coûteuses? Thomas et puis peut-être Oriana sur ce sujet aussi. J'ai un petit peu défloré le sujet, mais oui, effectivement. Alors déjà, moi souvent on me contacte en me disant je veux faire une organisation data. Alors, bon, d'accord, pourquoi faire? Dans ma collectivité, là, c'est important, on va recruter. Bon, bah oui, mais pourquoi faire? Donc la vraie question, c'est d'abord pourquoi faire? Bon, je reviens, hein, mais je suis désolé, c'est basico-basique, c'est la même chose que sur les projets d'IA ou sur le reste. Super, mais pourquoi faire? Première chose, le vrai sujet, vous l'avez dit, je pense que c'est un enjeu de culture de la donnée, de l'exploitation de ces données, et quand je dis de culture, c'est vraiment, il y a un tronc commun, et puis il y a des choses qui sont très territoriales, il y a des choses qui sont vraiment liées au métier. On a parlé du médical notamment. Donc il faut travailler cette approche culturelle. Il faut faire des projets, des objets sociaux internes, de regarder comment ça se passe et à quoi ça fonctionne. Et surtout, il faut regarder, à mon sens en tout cas, dans le vivier de vos agents, parce que on a parlé des documentalistes. Moi, je vous ai parlé des géomaticiens. Vous avez évidemment des DSI, des ingénieurs, etc. Et puis vous avez aussi une bonne partie des agents qui, sur leur temps libre, bricolent un peu des choses. Voilà, c'était le cas notamment dans les grands ministères, à la gendarmerie. La gendarmerie est réputée pour avoir des agents qui bricolent le week-end. Et quand je vous dis qu'ils bricolent, ils font des choses extrêmement surprenantes. Donc il peut y avoir aussi, et là je me tourne plutôt vers le DRH, mais il peut aussi y avoir des parcours internes qui permettent aussi de mettre en valeur et en lumière ces compétences-là, qui permettent de faire ensemble. Et donc ça demande de créer des dispositifs aussi. Alors comment on libère un peu de temps sur ces agents, comment on leur laisse parfois amener ce qu'ils font, en tout cas la logique de ce qu'ils apprennent à la maison, le transposer dans l'administration, dans une logique, je reviens, vraiment petite, d'expérimentation, de se donner le droit à l'échec, etc. Donc oui, il faut évidemment s'appuyer, et Aurélien le disait très justement, sur des prestataires, alors qu'il faut aussi contrôler, donc c'est un peu la poule ou l'œuf. Comment moi-même, ne sachant pas trop bien faire, je vais contrôler un prestataire qui lui a plein de badges avec des trucs en me disant ça c'est sécurité, machin, etc. Donc comment je fais? Donc il y a un enjeu de monter ensemble en culture et surtout de regarder ce qui se passe en interne. Il n'y a pas aussi des personnes sur le territoire, des universités avec lesquelles une collectivité peut travailler? Bien sûr, et c'est la suite, effectivement. Vous avez, et vous connaissez bien mieux vos territoires, en tout cas que moi, sur cela, évidemment, vous avez des pôles universitaires, vous avez des étudiants, vous avez des enseignants-chercheurs, vous avez des PME aussi, vous avez un tissu de PME sur ces questions du numérique qui voilà, est mis bout à bout. Vous allez pouvoir avoir aussi soit peut-être détecter les talents que vous allez recruter demain, parce que il y a aussi alors il y a des difficultés pour recruter, certes, mais vous avez des thématiques qui sont porteuses. C'est-à-dire que moi j'ai plein de collègues et j'en ai été. C'est difficile de quitter le service public au sens très large une fois que vous avez commencé à travailler sur des thématiques d'intérêt général. Retourner faire de l'IA pour optimiser des flux, je ne sais pas quoi. Bref, c'est difficile, alors que là, vous avez une matière qui peut attirer les gens, vous avez un territoire et un tissu territorial avec effectivement voilà, des chercheurs, des enseignants et des étudiants. Donc oui, tournez-vous vers vos territoires, il y a moyen de faire des choses peut-être intéressantes. Et puis admettre aussi parfois que
il faut peut-être une coalition de petits acteurs, d'agents, etc. pour construire cette vision commune. Et ensuite, vous irez chercher je ne sais quel chief data, je ne sais quoi, qui pourra aussi porter la parole. Je suis pas critique envers eux. Il y a aussi un enjeu d'acculturation. On en a parlé des décideurs. Il y a aussi un enjeu de faire comprendre et d'obtenir parfois des moyens sur ces questions-là. Donc c'est des profils qui sont aussi intéressants, mais c'est pas la même chose d'avoir une vision politique, on va dire ça comme ça, en tout cas de conviction interne et de faire. Et pour faire, vous avez des compétences variées dans vos collectivités. Deux petites questions complémentaires avant de vous passer la parole vers Japa, parce que j'ai vu que vous vouliez intervenir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de pouvoir mutualiser une compétence? Les centres de gestion, d'ailleurs, peuvent être un relais pour ce genre de choses, c'est-à-dire une personne qui travaille pour plusieurs collectivités. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience dans les collectivités, surtout dans celles d'une certaine taille, que un projet data, enfin données et IA est un projet qui est un projet véritablement stratégique et pas uniquement un projet opérationnel et informatique, quoi, si je veux dire. Est-ce que déjà cette acculturation, de votre point de vue, elle existe? C'est une question que je pose à... Ouais, pour aller un peu dans ce sens-là, et puis ça me venait pendant que Thomas s'exprimait, je me dis qu'il y a aussi, pour l'avoir vécu, certains élus qui ont vécu la période de dématérialisation de bon nombre de services publics, même dans nos plus petites communes, de l'inscription au restaurant scolaire par une démarche dématérialisée, qui parfois faisait peur dans le sens de la notion de proximité. Certains pensant proximité physique, ouverture d'accueil de mairie, proximité numérique, et du coup quand on arrive avec ces notions de données qui sont moins peut-être, et encore que, j'allais dire moins directement accessibles grand public, mais je dis bien encore que, parce qu'on peut en faire aussi ce que l'on souhaite, il peut y avoir ce mélange-là aussi à la fois dans la tête des décideurs de la dématérialisation et de la donnée et de ce qu'on fait de la donnée. Donc je pense qu'il y a, dans l'acculturation justement de ces sujets-là, je pense qu'on est sur des sujets qui, pour bon nombre, sont encore abstraits. Et peut-être que derrière leurs écrans ce matin, certains pensent peut-être encore que c'est très abstrait, ce que je peux comprendre. Mais il y a cette notion du... Je reviens à tout ce qui a été dit au tout début en disant savoir rendre et assez vite et efficacement, sans être dans la perfection de la donnée, pour comprendre tout de suite à l'échelle du décideur ce qu'il y a là-dedans et ce que je peux en faire, à la fois sur l'échelle locale, mais à la fois dans l'échelle stratégique. Mais je crois qu'il y a cette notion-là qu'il ne faut pas confondre entre la dématérialisation à un moment donné, qui sont encore des démarches et qui ne seront, j'allais dire, jamais terminées, puisque le renouvellement sera permanent, et le démarche traitement de données, qui peut paraître très abstrait peut-être pour certains agents RH aujourd'hui ou directeurs RH, mais aussi encore plus peut-être dans la tête de certains élus. Je rassure ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, nous sommes concrets. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça que... Et concrète également. Nous ne sommes pas de l'IA, nous sommes... Nous ne sommes pas des avatars. On prête à Clémenceau une phrase qui est de dire que la guerre est quelque chose de trop important pour confier ça à des militaires. Et j'ai envie de dire que la donnée est quelque chose de trop importante pour confier ça à des spécialistes de la donnée, des GAFAM, etc. Et moi, je revendique fortement le fait qu'en effet, il faut que ce soit piloté d'un point de vue politique, il faut que ce soit piloté dans les services RH. Et en effet, et ça a été dit, je pense que c'est certainement une difficulté pour nous tous, parce qu'on a une espèce d'abîme, de gouffre devant nous par rapport à la multiplicité de ces données. Et moi, je crois assez au fait qu'il faut essayer de revenir à des choses assez concrètes. Et en effet, de se dire quel est le but que je poursuis et de quoi ai-je besoin pour atteindre ce but. Et là-dessus, la capacité qu'on a à mutualiser, à travailler ensemble, elle est importante parce qu'il faut s'accompagner les uns et les autres, parce que c'est quand même des domaines sur lesquels on avance en marchant. On avance en marchant, je crois qu'Oriana... Oui, Oriana. J'ai beaucoup parlé. Par rapport à ces différents points. C'est difficile quand quelqu'un est à distance parce que... Désolée, mais j'avais une réunion. Mais non, mais c'est nous qui sommes désolés parfois de vous oublier. C'était bloqué. Je voulais réagir sur deux choses. La première, c'est que nous n'avons pas la culture de l'erreur en Europe et encore peut-être moins en France. Et pourtant, ce sont des projets où je pense qu'il est important de se tromper. C'est important de tester
d'apprendre, de constater, de recommencer, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est encore quelque chose que je trouve on a du mal à porter. Et pourtant, c'est essentiel dans des projets d'intelligence artificielle parce que finalement, ça va aussi me permettre de faire monter les équipes en compétences, de faire comprendre la portée, l'intérêt de mettre en œuvre l'outil, et donc de réajuster constamment l'objectif. Et puis, donc ça, c'était ma première remarque, c'est accepter de pas faire quelque chose de parfait, que vraiment là, le mieux est l'ennemi du bien, et que du coup, on commence, on essaye, on fait l'époque. Et ensuite, mon deuxième point, c'était, par rapport à ce que vous disiez, c'était que finalement, on parle de culture, et pour lutter contre cette idée que finalement, l'outil numérique va nous éloigner des administrés, de ce qu'on pense être le service public, etc., je pense que c'est important de partir de l'expression de besoin la plus simple possible. De quoi j'ai besoin? Si on pose la question dans tous les services en disant si je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu veux changer dans ton quotidien? Quelle est la tâche qui te saoule le plus? Hormis ceux qui vous diront je veux un chèque avec un budget limité, pour tous ceux qui vont trouver quelque chose qui vraiment les bloque, les saoule, alourdit leur quotidien, etc. Et ben là, il y a des travaux à approfondir. Enfin là, on a quelque chose, un métier à mettre sur l'ouvrage pour essayer d'élaborer une solution qui réponde à un besoin concret pour mettre l'outil au service de l'humain et pas l'inverse. C'est ma petite intervention. Non, mais c'est une intervention qui est importante parce que ça pose aussi la question de. Voilà, on applaudit en studio. C'est sur une question aussi d'outils de management aussi et de réflexion stratégique sur la manière dont on travaille, l'organisation du travail, etc. Enfin, je sais pas si vous. Ah ouais, mais je suis complètement fan et en phase avec ce qui vient d'être dit. Enfin, je le disais tout à l'heure. Je pense vraiment que ça doit être piloté par les professionnels. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Quand on parle de sens et que l'on demande à certains agents de saisir quotidiennement des éléments, mais qui au bout d'un moment ne savent pas en quoi ça a aidé, soit les administrés, soit la décision politique, soit voilà. Je pense que là c'est primordial en fait. C'est là où on a vraiment besoin de retrouver ça et ce sens-là de pourquoi on met cette donnée, donc le besoin. Pourquoi on le fait, c'est pour quel besoin. Et c'est parfois aussi pourquoi, sans critique de ma part, des critères obligatoires à fournir à l'État de la part des collectivités sont parfois prévus, comme je le disais en introduction, ou traités sous la contrainte, parce qu'on ne sait pas du coup au final dans quel puits sans fond ça va tomber et quelles seront les retombées que l'on pourra exploiter. Alors, question aussi d'adhésion au projet. À n'importe quel projet, finalement, c'est assez basique. Mais quand on comprend à quoi ça va servir, quand on y voit un intérêt, l'adhésion ne peut pas être le même que quand on comprend rien et qu'on applique bêtement une règle. Tout à fait. La question de la culture, enfin, on l'a dit tout à l'heure, elle est vraiment essentielle. Il n'y a pas très longtemps, on a assisté aux élections américaines et du coup, il y a eu beaucoup de commentaires. Et parmi les commentaires, moi, il y en a un qui m'a interpellé, comme on dit, qui était de dire que les États-Unis innovent pendant que l'Europe réglemente. Et particulièrement au sein de l'Europe, la France, par rapport à sa culture, encore une fois normative, a une forte culture de contrôle. Et par rapport à ça, je pense que pour nos collègues, c'est aussi quelque chose de difficile. C'est-à-dire que d'un côté, on leur dit il faut prendre des initiatives, il faut expérimenter. Et en même temps, on est dans un système qui n'arrête pas de contrôler. Je prends un exemple aussi pour illustrer, pour être très concret. Le fait, par exemple, qu'il y ait le contrôle de légalité sur le recours aux contractuels, moi, il y a toujours quelque chose qui m'a paru un petit peu... comment dirais-je, inconséquent quand on voit le nombre de contractuels qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la sphère publique rémunère des gens pour contrôler des recours à des contractuels, alors que on est un pays de droit et que finalement, chaque personne recrutée pourrait tout à fait faire valoir ses droits si à un moment donné elle estime que c'est pas bien. Et on a ce système-là sur beaucoup de choses. Et donc effectivement, nos collègues, à un moment donné, se disent mais qu'est-ce que je dois faire pour bien faire mon travail ? Et donc, c'est un petit peu permettre à la fonction publique de respirer. Et ça, effectivement, on a besoin de tout le monde et on a besoin vraiment d'avoir cette vision. Alors, j'aimerais bien à ce stade qu'on revienne sur peut-être un peu plus directement les RH. En préparant cette émission, là, Thomas, vous évoquiez 3 promesses des données de l'IA et quel impact elles peuvent avoir sur la gestion des ressources humaines.
Oui, alors j'en ai mis 3, mais il y en a 150, alors c'est pas Bon, forcément les miennes, hein, on va- c'est plutôt celle du business, on va dire ça comme ça, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la promesse de l'IA, c'est vous allez mieux recruter, vous allez mieux gérer les carrières, vous allez mieux former, vous allez mieux, etc. Donc c'est une approche aussi mercantile, il faut le dire. Le vrai sujet, c'est comment vous gérez. Effectivement, ce qui pointe, on va dire, alors avec plein de biais, avec plein de vigilance à tester, etc., c'est vous aider je le disais tout à l'heure, à rédiger des fiches de poste. Bon, ça, on voit que ça marche plutôt bien lorsque c'est à peu près cadré, vous pouvez gagner du temps. Ensuite, la promesse qui est faite, moi celle-là, j'y crois beaucoup moins, de mieux choisir les CV. Vous avez compris ma démonstration tout à l'heure. En tout cas, de mieux flécher les gens. Moi, je pense que aujourd'hui, il y a une phrase qui dit, alors elle est traduite de l'anglais, mais qui dit l'intelligence artificielle ne vous prendra pas votre travail, elle vous empêchera d'être embauché. En gros, c'est ça le. Pourquoi? Parce que les outils sont faits de telle sorte que les biais d'hier sont ceux d'aujourd'hui. Donc moi, je vous méfie. En tout cas, je me permets de vous le dire parce que je sais que les collectivités et notamment les services RH sont assez j'allais dire attaqués, ou en tout cas on promet monts et merveilles sur ces questions de trouver les profils et de les sélectionner. Voilà, bon, et ça peut fonctionner, mais attention. Et puis ensuite, et ça c'est sans doute plus vrai, sur la gestion des carrières, sur essayer de trouver des tendances, notamment des directions dans lesquelles ça va un peu plus mal, des directions où on a beaucoup de turnover, etc. Donc là vous avez des sujets sur la gestion des carrières. Et puis vous avez une trame de fond qui est aussi tout ce qui va être l'automatisation, on va dire ça comme ça, ou en tout cas la participation à automatiser tout ce qui va être la partie juridique. Donc je pense notamment à la production des arrêtés, voilà. C'est clair. Ça, et ça c'est plutôt juste. Alors même si je suis juriste et je vous dis attention quand même, il faudra toujours pareil, hein, toujours, il n'y a rien d'automatique, il faudra toujours relire, il faudra toujours un être humain au bout, etc. Mais en tout cas voilà, c'est les 4 grandes tendances. Donc aider au recrutement de toutes les manières possibles, permettre un meilleur suivi de carrière. Alors il faut qu'ils soient incarnés, hein, c'est pas la machine, vous allez lui parler et elle va vous dire alors formidable, tu vas passer tel concours. Attention, c'est plutôt pour avoir des indicateurs, poursuivre l'observation plus fine comme vous l'indiquiez tout à l'heure, et puis sans doute outiller les agents qui sont chargés de produire la norme. Alors j'espère que vous réussissez avec peut-être un mot qui n'a pas été prononcé par Thomas, qui est le mot reclassement. Quand même. Ah oui, c'est moins ma compétence. Oui, mais c'est une réalité. Ouais. Alors par rapport à ça, moi j'ai 2 visions complémentaires. La première vision, c'est que en effet, il faut qu'on arrive à industrialiser tout ce qui peut être industrialisé. C'est-à-dire que quand à un moment donné, on a des commissions administratives paritaires et qu'on doit procéder à des évolutions de carrière, c'est quand même mieux d'avoir un tableau qui sort. En espérant que les données du départ soient bonnes, ce qui est quand même globalement le cas, plutôt qu'être obligé de reprendre à la main, surtout quand on est des grosses collectivités. Donc moi je suis pas du tout opposé à ça. Après, par rapport à la question à la fois du recrutement et des reclassements, là je suis beaucoup plus réservé, parce que je pense que déjà dans tout système il y a des biais. Absolument. Et que on sait parfaitement que par rapport au CV, il suffit de mettre quelques mots magiques qui vont ressortir et qui vont vous permettre d'être en haut de la pile. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je l'ai dit tout à l'heure, les ressources humaines, ça reste une science molle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand divers sondages qui sont faits montrent que pour les recruteurs, en tout cas pour 70% des recruteurs, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences molles, c'est-à-dire la capacité de s'adapter, d'être agile, de comprendre son environnement, c'est plus important que les compétences techniques. Et ça, dans un CV, c'est compliqué à avoir, et dans un reclassement aussi. Ça veut dire que la capacité, notamment pour les reclassements, de faire matcher ou de rendre adéquate un certain nombre de compétences existantes ou en devenir avec les besoins d'un poste, ça, moi, alors pour le coup, je ne crois pas du tout qu'on va pouvoir régler ces questions éminemment complexes. Et moi, je suis plutôt partisan de l'artisanat sur le sujet. C'est-à-dire avoir la capacité, à un moment donné, d'avoir la vision sur les possibilités de reclassement, sur les compétences qu'on peut avoir, encore une fois, des compétences existantes ou des compétences en devenir, et après, et on l'a dit tout à l'heure, faire de l'essai, avec peut-être le fait que ça ne marchera pas et qu'on reviendra en arrière. Mais je pense qu'on se trompe lourdement, encore une fois, si on pense qu'en appuyant sur un bouton, on va rendre adéquate les compétences d'une personne avec un poste qui existe. Donc, Oriana, sur ce sujet?
moi, je m'étais aussi noté quelques finalités envisagées, qui étaient d'abord apprendre à mieux valoriser les métiers du public. Je pense que c'est aussi aujourd'hui un manque pour l'attractivité des métiers du service public aujourd'hui, apprendre à mieux les valoriser. Je pense que l'intelligence artificielle peut rendre des services là-dessus, notamment sur la réponse aux besoins, voilà, de quoi j'ai vraiment besoin, la reconnaissance des métiers territoriaux. Aujourd'hui, c'est à mon sens quelque chose sur lequel il y a assez de lacunes. Évidemment, je pense aussi qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant sur le suivi, par exemple, des indicateurs absentéistes, turnover, mais aussi plus positivement l'inclusion, l'égalité. Aujourd'hui, sont des sujets qui pourraient mériter d'être abordés grâce à des outils d'intelligence artificielle qui vont un peu objectiver. Alors même si je suis complètement d'accord, il y a beaucoup de biais. Mais lorsqu'on demande des critères avec des volumes de données, si on redemande des statistiques, ils vont recracher de la statistique au regard de ces volumes. Et puis, je pense sur l'anticipation des mutations. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Donc, vous voyez, les exemples que je vous donne, finalement, sont assez loin de l'humain au sens le candidat ou le collaborateur, l'agent. Parce que finalement, je suis d'accord, tout ce qui va être lié au ressenti, à l'implication, à la motivation, à la disponibilité, à la compréhension des environnements, etc. L'intelligence artificielle aujourd'hui répond pas, c'est pas analyser ça ni au regard d'un CV, ni au regard d'un parcours. Il faudrait créer des KPI là-dessus. Ce qui est affreux comme idée. Donc, je pense qu'on n'en est pas là du tout. Alors, oui, moi je voudrais rebondir là-dessus, notamment par rapport à la question de l'attractivité et là encore de qu'est-ce qu'on peut faire des données et comment on s'en sert d'un point de vue politique. Et après avoir cité Clémenceau, je vais citer Churchill, une phrase qu'on lui prête qui était de dire « Je ne crois aux statistiques que après les avoir moi-même falsifiées ». Donc l'idée c'est pas de les falsifier, mais c'est de voir comment à partir de données on peut avoir deux visions différentes. Si j'interroge les uns et les autres sur le salaire moyen dans le privé et le salaire moyen net dans le public, je ne sais pas si les personnes ont une idée. D'après les sources que j'ai vues ce matin rapidement sur mon smartphone, on serait à 2600 € net dans le privé et 2400 € net dans le public. Donc le salaire du privé serait supérieur au public. Je parle au conditionnel parce que selon les sources, il y a toujours des biais, mais partons là-dessus. Par contre, si on regarde ce qu'on appelle la médiane, c'est-à-dire la manière dont on a 50% des salaires qui sont au-dessus d'un point et 50% des salaires qui sont en dessous. Dans le public, on est à 2200 et dans le privé, on est à 2100. C'est-à-dire que la répartition des salaires dans le public, en fait, est beaucoup plus égalitaire que dans le privé. Là où je veux en venir, c'est que dans l'attractivité, et vous parliez de l'inclusion, etc., il est aussi important qu'on puisse disposer de données et qu'on utilise ces données pour mettre en avant des choses importantes. Et je pense que dans notre pays qui est extrêmement attaché à l'égalité, j'en parlais tout à l'heure, le fait de dire qu'on a des salaires qui sont plus ramassés avec finalement une forme d'équité, c'est quand même quelque chose d'important. Là où effectivement, on parle beaucoup aujourd'hui au niveau mondial de la question des inégalités. Donc c'est vrai que cette question de ces données et cette capacité à un moment donné d'utiliser des données qui, selon la nature de sa donnée, va nous permettre d'aller vers tel ou tel portage de sens et de politique vis-à-vis de nos futurs collègues, en mettant en avant par ailleurs le fait qu'il faut comparer aussi la question des prestations sociales, de savoir s'il y a des tickets restaurants ou pas, etc. Donc c'est aussi avoir cette vision globale qui nous permet de porter la politique RH. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a un certain nombre de questions qui nous arrivent. Alors, certaines sont entre questions et commentaires sur des sujets qu'on a déjà abordés, mais peut-être qu'en les reformulant, ça vous donnera envie d'y répondre différemment. Pourquoi l'automatisation de certaines tâches ne libère-t-elle pas le temps pour les fonctionnaires? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai déjà? Dans la santé, dans l'éducation, la numérisation a une nette tendance à alourdir les tâches pour des finalités qui n'ont pas de sens dans le travail. C'est pour moi. Oui. Oui, parce que c'est un sujet qui a été. Oui, on en a rapidement parlé. Effectivement, la question, et je vous le disais, on parle d'intelligence artificielle, on a parlé d'informatisation. La question, c'est comment on le fait, et souvent l'administration, là, dans son ensemble,
a parfois subi, notamment les agents, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on a fait, moi j'avais l'habitude de dire dans mon ancien poste, de dire on a fait une superbe aventure, alors quand elle est super, et puis derrière par contre, voilà, c'est un peu un village Potemkin, quoi. Alors je ferai pas de belles citations comme vous, mais voilà, je l'ai sorti. Du coup, l'idée aussi, c'est de dire on n'a jamais trop pensé aux agents, à interfacer les systèmes d'information, à faciliter le travail, etc. Et ça, c'est un chantier à part entière, d'une part, et d'autre part, c'est un peu comme disait Oriana tout à l'heure, c'est des sujets. C'est rare qu'un éditeur informatique fasse parfaitement votre travail, et quand il le fait, c'est parfois des éditeurs qui proposent des outils d'il y a quelques années qui n'ont pas été mises à jour, etc. Donc oui, il faut faire du projet informatique ou du projet numérique ou de l'IA qui fonctionne bien, c'est sûr, et il faut le faire à votre sauce. Après, par contre, pour essayer d'avoir quand même une vision un petit peu optimiste, on va dire ça comme ça, le fait d'utiliser de l'intelligence artificielle, ou en tout cas de mobiliser les données, permet de penser des politiques publiques ou d'outiller des politiques qui n'étaient pas possibles jusqu'ici. Un exemple sur lequel j'ai longtemps travaillé, ce qu'on appelle aujourd'hui la proactivité, donc vous en avez sans doute entendu parler. L'objectif, c'est de dire qu'on a une problématique de non-recours, notamment des citoyens, mais aussi des agents, évidemment, qui ne demandent pas les aides auxquelles ils auraient droit, parce qu'on parle de droit, hein, pour le coup. Le RSA notamment, mais en réalité, c'est toutes les aides. Et donc, on voit que en réalité, en mobilisant les données, l'administration a déjà les données, parce qu'en réalité, qui sont nécessaires. Et donc, en mobilisant ces données-là, vous pourriez soit informer, soit même dans les mondes les plus fous, attribuer automatiquement une aide, un dispositif, etc. Alors moi, je vous parle d'aide sociale, mais ça peut être la même chose sur les aides à la rénovation, sur les aides à la transition environnementale, etc., etc. Donc oui, on peut avoir des éléments qui sont qui font gagner du temps, soit sur de nouvelles politiques publiques, soit en s'échangeant mieux les données. Typiquement, si vous avez des services d'instruction, vous passez beaucoup de temps à vérifier que la pièce justificative est bien la bonne, que on va bien vérifier que c'est bien la bonne information. Aujourd'hui, en échangeant ces données-là, on arrive à le faire de manière automatique, et surtout, on parlait de vie privée tout à l'heure, on arrive à réduire les données qui sont nécessaires. Un exemple, et j'arrête là, souvent on parlait de la jeunesse ou des enfants, on parle d'inscription à l'école ou la restauration. Lorsqu'on cherchait à savoir par le passé qui est titulaire de l'autorité parentale, finalement le service demandait le jugement de divorce. Bon, dans un jugement de divorce, vous avez la totalité de la vie de la famille. En réalité, on peut simplement poser la question d'un point de vue informatique, est-ce que cette personne est divorcée? Oui, non, basta, et savoir qui a l'autorité parentale. Donc on est tout à fait capable de faire des produits numériques qui permettent de faire gagner du temps, qui permettent de proposer d'outiller des politiques publiques d'une manière différente, et surtout qui peuvent être construites pour aller poser la bonne question et avoir l'information qui est nécessaire et indispensable sans forcément entrer dans la vie privée des gens. Alors il y a un certain nombre d'autres questions qui arrivent qui posent plus la question, je dirais, du projet politique et du projet employeur. Et on y reviendra peut-être en fin d'émission. J'aimerais bien profiter de la présence d'Oriana et puis de la connexion, parce qu'on ne sait jamais si elle va durer. Sur une autre question, avoir quelques éléments de réponse, vous pourriez nous donner sur la question comment mes collaborateurs doivent-ils utiliser l'IA, quelles limites leur donner, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Alors évidemment, il y a plein de bonnes pratiques et il y a plein de limites à donner. Je pense que tout à l'heure, on dit, est-ce que mes collaborateurs, la réponse est vos collaborateurs utilisent l'IA. Voilà, je pense que déjà, il faut partir de cette base-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a déjà tout ce qui va être lié au langage qu'on a vu fleurir. Toutes les IA aujourd'hui permettent facilement d'être utilisées, y compris par l'ensemble de la population. Donc vraiment, vos collaborateurs utilisent l'IA. L'enjeu ici, c'est plutôt de savoir comment je vais encadrer ça. Donc là, évidemment, traditionnellement, on va aller mettre à jour une annexe ou un paragraphe sur la charte informatique, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place autour du règlement intérieur, faire des comités de travail, peut-être de sensibilisation sur qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce qu'on peut lui demander, quelles sont les données que je ne dois pas mettre. Donc là, typiquement, des données personnelles, évidemment. On se souvient de quelques failles de sécurité parce que des collaborateurs d'une grande marque avaient mis des fichiers Excel qui contenaient des prénoms de clients pour faire de l'analyse statistique et finalement faire ressortir des informations dans une IA qui était
a priori non sécurisée, en tout cas qui était gratuite et qui était pas du tout portée par l'employeur. Donc déjà ça. Ensuite, les sensibiliser sur le fait que toutes les informations qu'ils vont divulguer encore plus sur des produits qui sont disponibles gratuitement, eh ben, c'est une information dont ils vont perdre le contrôle. Et donc, ne pas mettre de données qui les concernent, ne pas mettre leur compte mail de la collectivité ou de compte mail personnel, utiliser des fonctionnalités de masquage de mail pour créer des adresses mail qui sont du coup des dupes de votre adresse mail. Voilà, ça me paraît être des petits conseils d'hygiène de base. Et puis, moi, j'aime bien faire des actions d'accompagnement, d'acculturation. Donc, pas hésiter à prévoir des groupes d'échange, des moments d'échange, y compris autour de chouquettes le matin avec un café, avec votre RSSI sur ces questions, une personne qui est particulièrement sensibilisée dans l'organisation. Évidemment, le DPO peut être un acteur clé en fonction de sa sensibilisation, de sa sensibilité au sujet, parce que il faut essayer de pas faire peur. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment trouver le bon communicant, quelqu'un que ça intéresse et à qui vous allez pouvoir donner cette fonction, cette mission de campagne d'acculturation autour de ces questions. Des observations Oui, moi, je voudrais revenir tout à l'heure sur le commentaire question sur la question du fait que finalement le développement du numérique, de l'informatique, de l'intelligence artificielle a permis de faire beaucoup plus. Et en même temps, et c'est quelque chose d'un peu contre-intuitif peut-être, c'est quelque chose qui a aussi une forte charge mentale pour les collègues. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une grande partie de simplification, mais en même temps, il y a aussi une partie de complexification liée à plusieurs choses. Le fait déjà qu'on en fait plus, moi je me rappelle il y a quelques années, il y a bien longtemps quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, on pouvait passer par exemple dans le domaine des marchés publics, on faisait un marché public. À l'époque, l'informatique était balbutiant, et donc il fallait écrire tout à la machine à écrire. Et donc on faisait un marché, c'était long, ça faisait 50, 60 pages, etc. Aujourd'hui, on fait les marchés publics, je dirais quasiment au fil de l'eau, on reprend le marché précédent, il y a des copier-coller, du coup il y a des erreurs, etc. Et du coup, à la fois, ça nous permet de faire beaucoup plus, mais ça demande beaucoup plus de vigilance. Et je pense que cette asymétrie pour les collègues, c'est quelque chose des fois qui n'est pas toujours facile. On le voit aussi avec ce qu'on appelle la transmission des données sociales numériques, les DSN. Et pour m'être un peu intéressé au sujet, on voit qu'en fait, cette transmission, par exemple auprès de l'URSSAF ou des caisses de retraite, à la fois on arrive à massifier, et donc c'est plutôt pas mal, mais on s'aperçoit aussi que ça a des bugs. Et du coup, on est obligé systématiquement qu'il y ait une intervention humaine pour essayer de lisser ces bugs. Et je pense que cette asymétrie pour les personnes qui travaillent, c'est quelque chose qui a comme on dit, une charge mentale assez forte. Des réactions, pardon. Oui, il y a une réaction pour l'intervention humaine. Il faut quand même rappeler que l'intervention humaine est de droit. Donc, de toute façon, si on a besoin de rassurer ou si on veut se dédouaner, avec l'utilisation d'outils, ça ne fonctionnera pas. On a une intervention humaine qui est un droit des usagers, un droit de chaque personne à qui on va refuser ou accorder un droit. Donc, quelque décision automatisée que ce soit, une intervention humaine est de droit. Elle pourra être demandée. Donc, dire vous n'aurez plus rien à faire, il n'y aura pas de problème, on ne fera pas de repasse, ça ne peut pas être remis en cause, etc. C'est un mensonge. Et encore heureux, parce que l'intelligence artificielle, tous les outils du numérique peuvent se tromper. Voilà. Donc, ils sont designés par des humains, ils sont utilisés par des humains, donc ils sont capables de se tromper. Il faut aussi être capable de les challenger. Et ça, c'est une porte qu'il ne faut absolument pas fermer. Au contraire, même valoriser ça pour mettre l'humain sur la valeur ajoutée, sa compréhension et le dégager finalement des tâches qui sont de premier niveau, en fait. Ça doit être une aide à la décision. Ça ne doit pas se substituer à 100% à l'humain.
Challenger les outils. Oui, non, c'est clair, il faut challenger les outils. Enfin, je souscris, vous avez compris. Oui, mais ça veut dire quoi exactement? Bah, il faut douter. Enfin, je veux dire, on est réputé en France pour notre esprit critique, mais ça va nous servir pendant les 25 ou 40 prochaines années comme jamais. Il faut former à l'esprit critique. Il faut écouter les gens qui râlent. Alors voilà, le problème chez nous, c'est que c'est quand même un sport national, mais effectivement, il faut être sceptique. Il faut surtout face à la machine, et il faut vérifier ça. Et peut-être en rebond, je vais me faire l'avocat du numérique. Je suis pas. Voilà. C'est aussi. Vous avez parlé tout à l'heure du poids normatif, mais oui, mais l'informatique, elle a aussi. Elle doit s'adapter à un poids normatif qui est mouvant. C'est-à-dire que parler du statut, pour parler rapidement, bah, votre statut, il évolue, il change régulièrement, peut-être très... 247 modifications du statut depuis qu'il existe. Voilà, et donc vous avez un système informatique qui déjà ne peut pas être dénué de bugs, et en plus qui doit être mis à jour, et en plus qui est parfois sur un socle technique ou technologique, je le disais, un petit peu ancien. Donc en réalité, oui, vous pouvez pointer du doigt la machine, mais on peut aussi se poser des questions plutôt systémiques ou voire systématiques, et c'était mes deux éléments de... Je ferai pas de dire la régulation c'est mal, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est aussi de dire qu'on doit adapter les outils au cadre juridique, technique, culturel dans lequel on évolue. Et ça, je pense que la machine nous fait quand même gagner du temps encore. Mais bah oui, effectivement, elle aussi, on va dire ça, cette machine subit ces atermoiements-là, et donc ça crée des difficultés. Donc non, ce n'est pas magique. Oui, il faut mettre l'agent au cœur, et il faut valoriser l'esprit critique. Et juste un élément aussi, là on parle évidemment à titre professionnel, mais nos vies ont collectivement énormément changé par le numérique. Au quotidien, on parle plus de la même manière en vacances. Je pense que vous préparez là les fêtes de fin d'année. Bon bah le numérique a une part importante. Et donc les agents utilisent de fait tous ces outils-là, et la question aussi c'est souvent ça, c'est la dichotomie ou la différence entre l'usage que je peux avoir à titre personnel, que je trouve fluide sur mon téléphone, et puis peut-être des frictions, on va dire ça comme ça, on l'a vu d'ailleurs avec le ministre des Affaires étrangères, pour ne citer que lui, qui utilise son téléphone personnel récemment là, pour travailler. Donc en fait il y a ce double sujet, ce sujet de l'évolution normative et de l'adaptation des outils au droit, à la régulation d'une part, et d'autre part le sujet aussi de la différence entre les outils perso et pro, mais vous utilisez le numérique, donc Eric Herbret, et après on répondra aux questions. Oui, c'était juste pour, en tant qu'employeur, pour positionner juste par rapport à ce qui vient d'être dit depuis quelques minutes. C'est juste, c'est pas vraiment une question, je vous livre tel que c'est en train de mouliner dans mon cerveau là, mais je me dis que dans ce que vous aviez dit très justement, la sensibilisation à chacun des agents qui de toute façon quelque part va se retrouver face à l'IA, ou va vouloir aller chercher l'IA, ou a déjà été chercher l'IA. Et dans le sujet, donc ça je pense que c'est primordial à mettre en œuvre, peu importe la taille de la collectivité où elle est, quoi. Enfin je veux dire, c'est comment on sensibilise un minima. Enfin on en parlait tout à l'heure sur d'autres sujets, mais la sensibilisation à minima. On a trop vouloir tendance de faire parfois des experts dans des sujets, alors qu'en fait il suffit d'être à un niveau déjà de sensibilisation pour acculturer un peu ça, et puis d'oser peut-être dire que tous les métiers de la fonction publique territoriale demain auront un impact peut-être par l'intelligence artificielle, parce qu'on parle beaucoup de gens qui sont aux manettes de saisie de données ou de traitement de données, mais n'oublions pas que dans nos métiers de la fonction publique territoriale, on a bon nombre de métiers dans les filières techniques, médico-sociales, sportives, culturelles, qui sont certes moins devant leurs ordis tous les jours à saisir, mais je pense que c'est pour ça que je me dis, mais je vous le livre tel quel, c'est que je me dis que nous, en tant qu'employeurs publics, on a certainement aussi à s'acculturer plus, on l'a déjà dit, mais aussi à penser à la transmission de cette sensibilisation et de cette acculturation. Parce que vous le disiez tout à l'heure justement, Thomas, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et si on ne prépare pas en amont, on sera pas bon. Et ça rejoint l'objet de la conférence de l'an passé, qui était l'attractivité. On en a parlé tout à l'heure, comment les données peuvent nous aider à être attractifs. Quand on a 40% de recrutement contractuel dans la fonction publique, alors que quand il y a 20 ans, vous décrochiez un concours et vous rentriez chez vous avec le Graal d'être fixé dans la fonction publique pour toute votre vie, c'est plus vraiment le sens de ce qui peut être recherché aujourd'hui. Donc, comment le rendre aussi attractif, avec l'exemple de la rémunération que vous avez évoqué, mais d'autres exemples. Voilà, c'était juste pour plutôt livrer un état d'esprit de ce que je m'alimentais devant vous ce matin. Par rapport, je rebondis sur le fait qu'effectivement, il faut pas que ce soit l'apanage des spécialistes, et qu'effectivement on a beaucoup de métiers de terrain. Nous, on est en train de lancer depuis quelques mois maintenant ce qu'on a appelé la formation école du numérique.
justement pour que nos collègues puissent faire face à une forme de fracture du numérique. Parce que il faut pas oublier effectivement que et ça a été dit tout à l'heure par Thomas, c'est que le numérique est partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on réserve un billet d'avion, si quand on sort ici du métro 14, on veut trouver au sein des studios, on va sur Google, etc. Et il y a toute une série de collègues pour lesquels ce qui paraît évident est pas toujours facile. Et donc, on a aussi une responsabilité d'accompagner les collègues par rapport à ça. Alors, on va répondre justement. Oriana, vous vouliez intervenir, puis après, on va répondre aux fameux collègues qui nous posent des questions. Oui, je voulais juste rappeler que on met beaucoup de choses sur le dos du juridique, mais le juridique, il suit l'usage. Et donc, il n'est pas en avance. Enfin, ça n'étonnera personne de dire que les parlementaires sont en retard. Je veux dire, si je dis ça, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, en fait, dire on réglemente, bah, en fait, c'est on suit l'usage. Et de par un fonctionnement qu'on voit déviant par rapport à un objectif de société, la loi est créée. Donc, aujourd'hui, il faut, enfin, c'est pour ça que je veux un peu tordre le cou à cette idée que finalement, c'est le juridique qui vient alourdir, etc. Finalement, quand on regarde le juridique et qu'on le regarde attentivement, si on est un peu honnête, c'est beaucoup de bon sens, hein. Et la réglementation européenne, encore plus que la nôtre, en tout cas, voire même, c'est toujours beaucoup plus de bon sens au niveau de l'échelle européenne qu'au niveau de l'échelle nationale. Donc, franchement, sur cet aspect-là, moi, je dirais, j'entends beaucoup dans les conférences, des positions sur le fait que le juridique freine l'innovation, etc. Mais pas du tout. Le juridique est en réaction d'un système, j'en suis absolument convaincue. Et quand je vois des réglementations comme Cyber Resilience Act, NIS 2, pour ne parler que, le règlement IA, évidemment, je veux dire, c'est juste réactionnel par rapport à un usage, en fait. Oui, Thomas, non, je voulais juste. Après, mes questions. Non, je suis super aligné, donc je voulais juste être très clair, hein. Moi, je parlais du statut. Voilà, on voit aussi qu'il y a certains sujets sur lesquels la norme, on se dit, on va être très pointilleux sur le détail de la norme. Là, je parlais du statut. Effectivement, il y a un sujet, et je voudrais rebondir, où on cherche à faire appel au bon sens sur même le RGPD, l'application, etc. Et c'est une vraie difficulté dans les grandes organisations et notamment dans les administrations, parce que lorsque vous avez une culture du risque qui est de dire je suis la procédure ou je suis ce qu'on m'a dit de faire, etc. Et lorsque vous avez une réglementation qui, elle, vous dit non mais là, vous devez vous poser vos questions, vous devez mettre vos procédures internes, vous devez réfléchir. On a là-dessus, et c'est plutôt, en fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet vraiment, voilà, comment doivent évoluer le droit sur plein de sujets, mais sur la conformité, il y a aussi comment je l'intègre en interne. Et quand je ne sais pas l'intégrer en interne, je vais copier ou coller ce qui a été fait par un géant du CAC 40, par exemple, parce que je suis sûr que dans ma collectivité de 20 000 habitants, comme ça, je prendrai aucun risque. Et donc, évidemment, je grossis le trait. Mais donc, il y a aussi cette question au-delà du droit, et c'est contre nature, hein, en tout cas pour beaucoup de gens que je rencontre, de dire mais en fait on m'a pas donné le manuel, et donc si j'ai pas le manuel, j'ai une culture du risque qui est quand même on va dire modérée, et donc quelle procédure interne je vais mettre en place, et c'est ça que vous devez en tout cas être en mesure de re-questionner, etc. Souvent, moi, j'interviens et on me dit, ouais, le RGPD m'obligeait de. Alors, je dis, ah non, c'est pas le RGPD, c'est la pratique historique. C'est pareil, on parle du RGPD, c'est 1978 en France. Voilà, on veut parler de beau droit, on peut liser l'article 1er de la loi informatique et liberté, et ça, c'est du beau droit. Voilà, qui vous dit que, en gros, l'informatique doit être au service des personnes. Bon, bah, c'est tout. Voilà, vous avez le bon sens est là. Donc, voilà, c'était vraiment, il y a deux sujets. Moi, je suis pas un anti-régulation, pas du tout. Je voulais simplement dire que vous avez des outils informatiques qui doivent s'adapter au quotidien, notamment sur vos métiers. Et s'agissant du numérique, oui, vous avez beaucoup de bon sens. Et la question, c'est quelle culture organisationnelle vous mettez derrière ce bon sens et comment ça correspond à vos pratiques et vos process internes. Je vois trop de gens encore qui documentent des questions. Mais on peut dire qu'au-delà de l'outil, c'est l'éditeur qui doit se mettre à jour, en fait. Ça, c'est une obligation réglementaire. On peut et pour le reste, ce sont d'excellents sujets pour de nouvelles émissions. Et ben, on reviendra. De nouvelles émissions à venir. Des questions qui peuvent paraître étranges, mais parce qu'elles sont peut-être en décalage, vu qu'elles sont arrivées un peu plus tôt dans l'émission. Est-ce que le projet IA, la collecte des données au sens large, a comme but de s'autonomiser et de quitter les hébergeurs américains? Ai-je bien compris?
Moi, oui. c'est. Oui, parce que c'était la suite à vos propos. Ah oui, moi j'ai dit ça. Peut-être. Non. C'est ce que la personne a compris. Ok, non, en réalité, en fait, c'est un projet politique ce qui est dessiné là. Donc en réalité, ça dépend du projet politique que vous souhaitez mettre en œuvre. Il y a un vrai sujet autour de la souveraineté numérique au sens très large qui revient en ce moment. Alors là, on parle des Américains. Non, j'ai parlé d'intelligence artificielle parce qu'on voit les Américains arriver et nous expliquer que c'est génial, mais vous aurez demain les Chinois, les Russes, enfin vous choisirez qui vous voulez. Mais la question, c'est de dire effectivement, il y a une question politique là pour le coup et au sens le plus noble du terme, de savoir ce que vous voulez faire, avec qui vous voulez faire et comment vous voulez contrôler ça. Vous avez des outils américains qui sont très utiles. Si c'est pour héberger des données ouvertes ou synthétiques, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il n'y a pas de sujet. Si c'est le cœur de votre métier, vous avez sans doute des outils internes. Et donc la question, c'est d'être outillé correctement par rapport à la sensibilité des données et puis au projet que vous voulez faire ensemble. Voilà, je peux pas faire d'anti-américanisme primaire là tout de suite. Non. On parle beaucoup d'IA, mais qu'en est-il de l'open data, notamment au sein des centres de gestion? Vaste question. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, je suis pas spécialiste. On est bien accompagné au niveau des centres de gestion parce qu'on a un GIP qui nous regroupe sur bon nombre de services informatiques, qui d'ailleurs traite ces sujets aussi et sur les sujets du traitement de la donnée et des outils qui peuvent nous être apportés. On attend des premiers éléments à sortir rapidement. On a appris ça hier notamment. Donc voilà, sur l'open data, non, je suis pas vraiment spécialiste de ça. Mais ce que je peux juste dire, c'est que les centres de gestion, dans notre rôle de coordonnateur de nos collectivités localement, affiliées ou non affiliées d'ailleurs, puisque le dialogue il est avec toutes les collectivités et à l'échelle de la coopération régionale, avec tout ce qu'on vient de se dire depuis 1h30, je pense qu'on a forcément un rôle à jouer, nous, en tant que centralisateur de la donnée, et aussi en tant que représentant de nos instances avec les représentants du personnel. Puisqu'on l'a pas évoqué, mais dans nos instances paritaires, c'est un enjeu aussi de pouvoir partager à l'échelle de nos CST toutes ces données-là sur l'objectif, sur nos politiques RH. En termes de dialogue social. Voilà. Et pour être très clair aujourd'hui, présenter en CST des données cumulées de RSU, d'une campagne RSU, qui sont juste une accumulation de données, n'apporte pas véritablement beaucoup d'éléments pour participer à la stratégie. Donc je pense que notre rôle de centre de gestion et au regard de la coopération régionale, il peut être là-dessus. Alors moi, avec tout ce qu'on s'est alimenté, on en reparlera avec nos collègues présidents de centre de gestion bientôt, mais on voit le sujet vaste et surtout on voit l'intérêt du sujet, je le redis, bien plus concrètement que ce que certains pourraient croire. Alors, un autre regard, nous devons réduire, c'est pas surprenant que cette question arrive, nous devons réduire l'émission de CO2, etc. Remplacer tout travail administratif par des outils numériques, est-ce bon pour l'environnement? La question de la frugalité. La réponse, non. C'est pas bon. Voilà, bon, c'est tout. L'empreinte numérique, c'est la première cause de pollution. Donc, évidemment, c'est non, c'est très mauvais. Et donc, ça pose, encore une fois, la question de la pertinence de l'usage, du besoin que l'on vient couvrir et de la pertinence de ce besoin. Voilà. Oui, il faut démonter le mythe du solutionnisme technologique. Voilà, on a parlé beaucoup de solutions, mais voilà, souvent non, exactement, c'est pas une baguette magique. Et donc oui, il faudra être vigilant sur ces sujets-là, évidemment. Alors, une autre question. Au moment du confinement, les enseignants se sont retrouvés seuls face à leurs écrans. Heureusement, ils avaient des connexions, des ordinateurs, etc. Demain, une autre crise nous frappe. Qu'est-ce qui a changé depuis? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans l'acculturation des utilisateurs? Ouais, je pense que, enfin, je parle sous votre contrôle, messieurs, mais je pense que déjà maintenant les outils sont mieux maîtrisés, ils sont connus, parfois détestés, et c'est ok, on a le droit de pas aimer. Et je pense que ça change tout, parce que finalement la marche a été passée une première fois, et donc l'exercice a été testé. Aujourd'hui, les outils sont rentrés dans l'usage quasiment quotidien. Et moi, je suis un très mauvais exemple en tant que maman. Le Padlet de l'école, j'y vais jamais, ça me saoule. Je comprends pas où il faut que j'aille me connecter, ça me gonfle. Moi, j'ai envie qu'on me mette un papier dans le carnet de mon fils. Donc voilà. Mais si demain il n'y avait pas le choix et que tout se faisait en distanciel, bon ben j'irais. J'irais pas à l'entrée de l'école poser mes questions. Hein. Dans le monde du travail, en tout cas en France, il y a un avant et un après Covid.
C'est-à-dire que ce type de webconférence, comme aujourd'hui, je pense qu'en 2017 ou 2019, ça n'existait pas. Donc c'est vrai que la question du distanciel et de l'appropriation, elle est forte. Après, là aussi, il faut faire toujours attention. Tout à l'heure, je parlais de fracture du numérique. Si on évoque la question du télétravail, qui peut être quelque chose dont on parle beaucoup, dans les faits, il y a moins de 15% des Français qui font du télétravail. Donc c'est-à-dire qu'il y en a 85 qui savent pas ce que c'est. Parce que tout à l'heure, on parlait des métiers techniques. Quand vous êtes sur la voirie, que vous faites la collecte des déchets ou que vous vous occupez des enfants à la direction de la petite enfance, vous faites pas de télétravail. C'est pas possible de s'occuper des enfants en distanciel. Donc il y a à la fois un avant et un après, et à la fois il y a Jérôme Fourquet qui il y a quelque temps avait écrit un livre sur l'archipélisation en France. C'est aussi avoir en tête que en fait on est une addition de situations différentes, et effectivement dans le cadre d'une forme de coopération et de mutualisation, on va avoir des toutes petites collectivités, des collectivités petites, des moyennes grosses, des grosses, des très grosses, et que le rapport à ces éléments-là, il va être très différent selon les situations. La charge mentale, on y revient, est plus importante lors de l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle face à l'incertitude, face à la dépendance de cette technicité. Est-ce qu'il n'y a pas une perte d'énergie précieuse nécessaire à une bonne réflexion? Écoutez, j'ai vu que récemment, l'Australie s'apprêtait à interdire l'usage de TikTok et autres YouTube au moins de 16 ans. Si on devait me donner mon avis, je dirais oui. Je pense qu'effectivement, il y a une forme de charge mentale assez forte. Enfin, j'en parlais tout à l'heure pour les collègues. C'est-à-dire qu'à la fois, ça permet une industrialisation des process, une rationalisation, et en même temps, on a tous connu le fait qu'on a oublié son mot de passe, qu'on reçoit tant de mails par jour. Donc, cette question de l'équilibre, elle est fondamentale, et je ne sais pas à titre personnel si la bataille n'est pas déjà perdue. Et puis, oui. Si je peux réagir, ça. On se pose beaucoup de questions sur l'usage de nos enfants, des outils numériques, assez peu sur l'usage que nous, en tant qu'adultes, on a de nos outils. Et là, je dirais, en dehors du cadre professionnel, je pense que cet examen de conscience, il doit vraiment être partagé, pas uniquement pour les plus jeunes, puisque finalement, c'est des mangeurs de temps de manière assez volumineux. Quand je vois mes statistiques, je vous invite à tous à faire ça, regardez vos statistiques, les téléphones les donnent d'usage et ils vous classent par rapport à vos applications, si c'était de l'usage loisir ou si c'est de l'usage pro. C'est assez intéressant et faramineux parfois. Et il y a un autre aspect, je trouve, c'est que finalement, sur les aspects numériques, on oublie, et je veux vraiment essayer de rappeler ça, que ce sont des outils. Voilà. Et des outils, c'est là pour être utilisés lorsqu'on a un besoin, pas lorsque lui nous rappelle à l'ordre. Voilà. Mais ça fait partie. Il y a peu d'outils qui rappellent à l'ordre aussi bien que oui, c'est ça qui est difficile, c'est que. Le problème, c'est aussi se poser la question. Je suis dans un bâtiment. Mon collègue est au-dessous. Est-ce que je peux pas juste prendre l'escalier, passer le voir, lui dire ce que j'ai à lui dire plutôt que de lui envoyer un mail? Et cette culture constante de « Ah bah, je t'ai envoyé un mail, je me dédouane un peu du truc parce que de toute façon, je t'ai écrit », je trouve que c'est assez délétère, y compris pour les relations humaines, et finalement assez terrorisant pour la charge mentale qui en découle, quoi. Alors peut-être c'est ce qui sera sans doute la dernière question, qui est une question plus de fond, qui concerne les ressources humaines. Est-ce que les questions qui se posent aujourd'hui remettent pas les services ressources humaines et les ressources humaines au centre des organisations, à une place que parfois elles ne tiennent pas suffisamment? Et dans cette question qui est ajoutée là, il y a également la place des élus et de l'intérêt qu'ils apportent pas toujours aux ressources humaines, ce qui n'est pas le cas des élus présents aujourd'hui et que vous représentez évidemment, mais il y a un certain nombre de collectivités où on ne se bat pas pour être élu aux ressources humaines. Est-ce que globalement, avec toutes ces questions, ces inquiétudes, ces questions de charge mentale, de devenir, est-ce que la place des RH va pas retrouver la place qu'elle mérite dans les organisations? Alors moi, je ne dirais pas retrouver. Elle va la trouver, et autant, je pense que ça a été perçu, j'ai un certain nombre de réserves sur le monde numérique qui nous entoure, au sens large, autant je pense que
la place des ressources humaines, et là aussi si on est sur des temps longs, elle est de plus en plus importante et que les ressources humaines sont vraiment vues comme un élément de stratégie majeure, y compris pour mettre en place les projets politiques. Et la France par certaines personnes est des fois critiquée pour son administration, mais le fait d'avoir une administration qui est un levier très fort du politique est un vrai atout, et c'est vrai à la fois dans la sphère publique, mais c'est vrai aussi dans le privé. On sait que la question du recrutement stratégique sur des compétences particulières, aujourd'hui, c'est un élément majeur pour développer des politiques. Donc, moi, de ce point de vue-là, je vois plutôt les choses de manière positive, avec le fait que si on compare sur des temps longs, il y a un siècle, je pense que tout le monde a vu le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, avec les excès du monde du travail, et le fait finalement que les salariés, avec la crise de 29, c'était un peu comme des Kleenex, on pouvait les jeter, etc. Et on voit bien que l'évolution de ce que j'appelais les faits sociétaux, sur la responsabilité sociale des employeurs, sur la prévention des risques, sur l'usure professionnelle, certes, on est sur le chemin, il y a des progrès à faire, il y a des améliorations, mais en tout cas, je trouve que ce chemin, en tout cas moi à titre personnel, en termes de politique RH, je trouve qu'il est plutôt porté positivement. Et là aussi, si on regarde sur des temps plus ou moins longs, la création de la direction générale de l'administration de la fonction publique, c'est 2014 ou 2015, je ne sais plus exactement quand est-ce que le décret. Et quand vous regardez les compétences de cette direction, on parle de l'inclusion des personnes en situation de handicap, on parle de la politique d'égalité femmes-hommes. C'est des choses qui, je dirais pas qu'elles n'existaient pas avant, mais elles étaient assez tues. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont portées par toutes les administrations, par toutes les collectivités, par les entreprises. Et donc oui, les ressources humaines, c'est stratégique, c'est au centre des organisations, c'est au centre du projet politique. Et encore une fois, de ce point de vue-là, moi je trouve que la tendance est plutôt positive. Ce qui voudrait dire que l'accès à plus de données peut avoir un côté vertueux. Bien sûr, parce que ça permet de savoir d'où on vient et où on veut aller, d'un point de vue très concret. Quand vous regardez, pardonnez-moi, mais la loi, avant la question de la loi sur la parité femmes-hommes, on se posait pas les questions, on se posait pas trop de questions à l'Assemblée nationale, on se posait pas trop de questions dans les plus hautes rémunérations, et donc la loi, elle nous a obligés à changer un certain nombre de choses. Et là, moi, je trouve que ça a vraiment du sens, parce que c'est ce qui nous a permis de rompre avec ce que moi j'appelle un peu la main invisible, c'est-à-dire laisser faire une forme de loi du marché, de réalité systémique, où on disait bah oui, les plus compétents ont les meilleurs postes, mais on s'aperçoit que c'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'à un moment donné, les questions de reproduction sociale, elles sont très très fortes. Et donc là-dessus, moi je trouve que, encore une fois, la question du projet politique, du sens politique, elle se pose vraiment, et que les ressources humaines, c'est un levier majeur pour arriver à atteindre cette cible. Oui, puis ce sera le mot de la fin. Mais je pense que la donnée, les données, le traitement de la donnée, le retour de la donnée doit être le bon élément déclencheur justement de l'intérêt de l'élu à un moment donné. C'est-à-dire que des choses factuelles, traitées, alimentant des constats, des comparaisons, des évolutions du temps passé, doivent permettre de pouvoir donner à l'élu sa place qui doit être dans sa stratégie de gestion RH. On parle beaucoup de sens au travail. Dans la fonction publique territoriale, on voit que les recrutements sont en train de muter. Je ne sais pas ce qui sera donné d'une éventuelle modification du statut, encore une fois, ou je ne sais où. Mais en tout cas, localement, l'élu doit pouvoir s'en saisir. Il y a un outil qui s'appelle les lignes directrices de gestion, qui paraît un outil très, quand il a été demandé, qui paraissait être, voilà, tout le monde l'a mis au début de la manière la plus simpliste, voilà, très techno. Mais moi, je dis qu'en fait, localement, au-delà de ça, c'est l'outil dont il faut se saisir pour travailler sur les sujets de nos agents. Et dans ces sujets-là, il y a le sujet, dans le sens, il y a le sujet, qu'est-ce qu'on fait en termes de reclassement? Qu'est-ce qu'on va entendre auprès d'un agent? Vous l'avez dit tout à l'heure, on a des agents qui, à la maison, bricolent sur certains sujets pour rejoindre notre sujet du jour. Comment est-ce qu'on va faire sortir ces talents aussi? Des agents déjà en place? Comment on va les accompagner? Ceux qui vont vivre une période de vie difficile ou qui vont avoir des aléas de la vie. Comment demain on va pouvoir chercher du reclassement au sein de la collectivité ou au sein de d'autres collectivités. Donc on a tous un rôle à jouer, mais forcément qu'à un moment donné, cette stratégie-là doit être portée
par l'élu, par les élus, par l'autorité territoriale. Et quand on est en fonction de la taille de collectivité, elle doit aussi être portée à un moment donné par l'échelle des centres de gestion, où la stratégie RH doit être présente et le dialogue social doit être présent autour de la table, parce qu'on a des enjeux de recrutement, on a une population de fonction publique territoriale qui vieillit, on va avoir des enjeux de renouvellement dans des métiers certainement nouveaux, mais dans des métiers aussi très anciens, qui resteront toujours dans la pratique, parce qu'on sera surtout aussi toujours dans des métiers de terrain et des métiers de proximité, mais qui seront alimentés par l'ensemble de ces données qu'on pourra exploiter et qui seront la force stratégique de nos collectivités de demain, je pense. Très bien. Alors vous repartez peut-être avec plus de questions que de réponses, mais je pense que ce sont les bonnes questions, parce qu'il faut déjà commencer par se poser les bonnes questions avant de trouver les réponses. Et puis peut-être cette idée d'expérimentation, cette idée que c'est un outil. Tout le monde, on a eu beaucoup de commentaires, vous dites tout à fait d'accord, bien définir les besoins et les objectifs, cahier des charges précis. L'IA doit rester un outil, seulement un outil. Donc le message est passé, celui d'expérimentation aussi. En tout cas, merci. Merci Oriana à distance de nous avoir accompagnés. Merci à tous les trois en studio pour la générosité et la liberté de vos propos. Et à bientôt.